In a world where entertainment was dead, one radio, one podcast maintained entertainment, and that name was Mangavore. Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de la saison 4 du podcast Mangavore.fr, l'émission. Bonjour à l'équipe réduite habituelle, à Tanner. Salut à toutes et à tous, et Tofu, là où tu es en train de pas bronzer, on pense à toi, et Ness, là où tu es en train de pas travailler, on pense à toi. Exactement. Salut, c'est Mkoun. Content de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Bon, alors voilà une saison qui démarre bien, puisque finalement notre invité a eu un empêchement de dernière minute. On a une chroniqueuse qui a eu un empêchement de dernière minute, et bon, un chroniqueur qui avait prévenu qu'il ne serait pas là. Donc, on va débuter cette émission tous les trois pour enchaîner les news, le dossier, 2-3 trucs comme ça. Et ensuite, on va faire un petit voyage. Pour une fois, on va vous faire quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu, d'incroyablement innovant. Allez, moi, on va se déplacer directement à la librairie Hayaku Shop pour discuter avec Christophe, son gérant, pour savoir un peu justement qu'est-ce que c'est que le métier de libraire manga en 2012, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, etc. et comment il voit l'avenir. Et on va enchaîner directement du coup avec les news. Tu commences, Al ? Oui, alors ma première news, ça sera celle que j'ai trouvée récemment. Tu as dû forcément en entendre parler. DBZ, for Kinect. Ah oui, tout à fait. J'ai même vu des vidéos depuis. Ouais, puisque là, ils commencent à mettre pas mal de petits... j'ai vu aussi pareil pour Wii U, ils commencent à annoncer entre autres du Dynasty Warrior, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner, cette nouvelle génération. Alors, du Dragon Ball qui arrive en jeu vidéo, ça ira très bien dans la thématique de notre dossier. Exactement, le revival. En plus, surtout que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouveaux jeux Dragon Ball. Ça faisait un mois, ouais, voilà. Non, ça faisait un an. Les jeux de baston, ouais, parce que pendant un moment, ils enchaînaient. Non, mais il y en a eu l'année dernière. Bref, rapidement, et ensuite, moi je passe à la mienne de news. Le DBZ Kinect, ce que j'en ai vu, c'est intéressant comme concept, mais assez limité, puisque oui, ça reproduit les gestes, mais la jouabilité a l'air un peu relou, en mode t'enchaînes juste des coups de poing et de temps en temps tu ramènes tes mains ensemble pour faire un caméra. Donc je pense que ça demande à être affiné. Il y a déjà des trucs qui existent comme ça depuis longtemps. Alors moi, je reste dans l'animation avec le dernier film de Mamoru Hosoda, à savoir Les Enfants Loups, qui est donc sorti au cinéma il y a 5 semaines, au moment où nous on enregistre le podcast. Et donc sachez que ce film a totalisé plus de 100 000 entrées en France, ce qui est franchement très très bon. Le film est toujours programmé dans plus de 110 salles en France. C'est un excellent résultat qui fait vraiment plaisir, parce que dans l'ensemble, en France, les films d'animation japonaises, quand c'est pas des films du studio de Ghibli, c'est toujours un peu compliqué pour eux. D'ailleurs, surtout quand on regarde en fait qu'on a beau avoir 117 salles, ça peut sembler un gros chiffre, mais pour une fois, c'est une très bonne répartition géographique, c'est-à-dire que c'est un peu partout, et du coup, c'est une distribution qui est un peu pauvre à Paris, où il n'y a que 5 salles qui le jouent. Il y a eu une bonne promo TV, parce que même au journal, je crois que c'est sur France 2, ils en avaient parlé et tout. Ouais, il y a une c'est rare. Il y a une confusion sur certains réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a une des doubleuses qui s'appelle Miyazaki. Et le dernier Miyazaki, oui, d'accord, effectivement. Si ça marche, tant mieux, mais... Je savais pas ça. Oui, si, c'est marrant. Ouais. Pas mal. Et d'ailleurs, il y a eu l'avant-première, je ne sais pas si vous y aviez assisté, de Tiger and Bunny, qui a eu lieu à Paris. Exact, tout à fait. Alors, à part le fait que c'est distribué par Kazé, aucun rapport, mais donc oui, exact. Oui, c'était pour ça, parce que j'imagine que ça va être celui qui va enchaîner dans les animés de Kazé, puisque Kazé, ils font deux ou 3 par an de films au cinéma. Donc j'imagine qu'ils vont enchaîner après l'Enfant Loup avec Tiger and Bunny. Avec le tigre et le lapin. Il reste dans les animaux, normal. Ok. Donc Kazé, ils ouvrent un zoo, quoi. C'est un peu le principe. Un zoo en hiver, peut-être. C'est pour ça que Cédric Létardy est parti. Peut-être. Oula, un podcast riche. Voilà, un podcast riche en infos et en blagues. Ouais, ma news suivante, l'animé des vacances de Jésus et Bouddha. Il y a un animé des vacances de Jésus et Bouddha. Ouais, tu vois, là, j'aurais plus cru à un drama. Un drama, je le voyais. En drama, ça aurait été pas mal, j'avoue. Super simple à adapter en drama et ça passerait vraiment bien. Mais en animé, ça va être un peu mou du gland. Écoute, il faut voir. Donc, il y a un animé. Un peu plus d'infos ou tu t'arrêtes là ?
Je m'arrête là pour l'instant. D'accord, ok. Donc moi j'enchaîne en parlant de Japan Touch, la 14e édition donc, de ce salon lyonnais, qui se tiendra à l'espace double mixte de Lyon-Villeurbanne les 10 et 11 novembre 2012. Ils seront mine de rien sur 2 étages et 10 000 mètres carrés. Donc voilà, pour les Lyonnais qui ont envie d'aller s'éclater en mode japonais, et ben voilà. De toute façon, Ali l'a dit qu'il ira seulement l'année où ça sera une édition touche des japonaises. Sinon, il se déplace Japan pas. touche des Japonais. D'accord, ouais. Ok. D'accord, je me tout pourri. Gokusai. Oui, quoi, Gokusai? C'est le nom du nouveau manga de l'auteur de Free Fight. D'accord. Voilà, qui n'a absolument rien à voir avec du Free Fight, puisque ce coup-ci, c'est un manga sur la peinture, l'art. Voilà, et donc, ça raconte l'histoire, en gros, en 2 secondes, d'un type qui est un peu perdu après avoir assisté à un braquage de banque et qui, du coup, va se mettre à peindre des portraits. Genre, c'est Okusai avec un G ou C'est le point G de Okusai. Non, voilà. Gokusai. Donc avec un G. Donc Okusai Voilà. avec un G, quoi. Donc, ça va être quand même la nuit et le jour. Ah bah effectivement, ça n'a rien à voir, hein, à moins qu'il peigne en mettant des torgnoles. Moi, j'enchaîne sur un autre auteur qui est publié en France, à savoir Toru Fujisawa, qui est l'auteur de Toru Fujisawa. Oh la honte, les gars. GTO. Voilà, merci. Ce G News en plus. Non, je vais la faire avant, donc désolé. Donc du coup, Toru Fujisawa, 2 infos, à savoir qu'au 24 octobre, Pika lance Reverende, donc c'est une série inédite de l'auteur, enfin inédite en France. 512e. Voilà. En l'occurrence, c'est une série qui fait 2 tomes. Hein. Donc le 2e tome sortira en janvier. Toutes les nanas font du D, du 90D. À mon avis. Non, mais alors l'intrigue rapidement, c'est une vague de crimes mystérieux qui frappe Tokyo, des victimes qui meurent partiellement désintégrées en sable rouge. Du coup, il y a une jeune lycéenne qui est capable de préscience et qui a sûrement des gros seins, qui est impliquée dans une chasse aux monstres aux côtés de 2 révérends de l'ombre. Voilà, elle est capable. Enfin, eux, ils sont capables d'invoquer des démons. Ça, les révérends de Si je l'ombre. vous emmerde, il faut le dire. Hein. Donc, ils sont capables d'invoquer des démons et ils ont avec eux des curieux partenaires, en l'occurrence des petits cochons qui peuvent se transformer en armes destructrices. Les Ça vient de révérends tuer- qui ça invoquent vient des de démons. tuer. Ils vont avoir des problèmes avec l'église. N'est-ce pas? Bon, et Ça là, vient de tuer l'histoire, les petits cochons. Hein. et la deuxième news concernant l'auteur, c'est que si Pika sort cette nouvelle série à ce moment-là, c'est tout simplement parce que Toru Fujisawa revient en France. Pour la 3e. Non, la 2e fois. Pour la 2e fois, mais il vient donc à Japan Expo Centre cet hiver. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, Al? Non, il était venu avant pour le Salon du Livre. Voilà, c'est tout. Me demandez pas, je suis pas fan. Non, mais voilà, moi je le dis, il était venu juste pour le Salon du Livre, et donc là, il sera à Japan Expo Centre cet automne à Orléans. Donc ça donne enfin une bonne raison pour se déplacer à Japan Expo Centre, puisqu'on peut espérer que dans ce salon qui est de taille plus raisonnable que Japan Expo, on ait plus de chances pour pouvoir voir l'auteur. L'approcher, ça va encore être compliqué, mais au moins... Une fois, Ali Livac, s'il peut le toucher. Alors, toujours sur Toru Fujisawa, il y a un nouveau magazine qui est sorti au Japon et qui marche plutôt pas mal, qui s'appelle Heroes. Ok, We Voilà. Can Be Et Heroes. c'est un magazine qui est fait entre 2 éditeurs, ce qui est plutôt rare. Voilà. Et dont le principe est mettre en avant des personnages qui seraient des grands héros. D'accord. Donc c'est dedans qu'on trouve justement le fameux Ultraman nouvelle génération. D'accord, ok. Et donc justement, Toru Fujisawa fait une série à l'intérieur. D'accord. Et donc ce magazine est plutôt pas mal. C'est qui les 2 éditeurs en l'occurrence? C'est Shogakukan et l'autre, je pourrais pas te dire. D'accord, Comme ok. ça, de tête. C'est pas grave. Le magazine est plutôt réussi pour l'instant. D'accord, ok. Moi, je reste dans la presse, mais je reviens en France avec le groupe AMP pour Anime Manga Press. C'est le groupe qui édite actuellement Animeland Extra et Japan Lifestyle. Il faut savoir que le 25 septembre, ils ont lancé un nouveau magazine qui s'appelle Extra Kids, qui est donc un mag qui s'adresse clairement aux enfants qui aiment la culture manga, jeux vidéo et compagnie. Donc au sommaire du premier numéro, on va retrouver des trucs comme Inazuma Eleven, Naruto, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Zexal, du jeu vidéo et des news manga. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Juste une parenthèse qui n'a rien à voir, il y a un magazine pour enfants qui fait exactement le même domaine qui est sorti, qui s'appelle La Cour de récré. Ah ouais. Et le concept est excellent. Il ne parle que ce dont on parle pendant la cour de récré. Donc les cartes, tous les jeux qui arrivent, tous les trucs, ils en parlent. Bien trouvé. C'est plutôt pas mal. De quoi? Les POG? Non. Les POG. Alors, est-ce que vous connaissez un manga qui s'appelle Aria AD? Pas du tout.
Peut-être, mais pas prononcé comme ça du coup. C'est un manga, il y a 2 volumes sortis au Japon. Tu veux dire que tu le prononcerais Area de Fafner? Voilà, exactement. Et en fait, en ce moment, ce manga, quasiment tous les éditeurs en France se déchirent pour essayer d'avoir les droits de ce manga. Et c'est une surprise, ça a été une surprise au Japon. Donc tout le monde est dessus et ça sort aux éditions Shogakukan. C'est un manga plutôt genre Young. Et en gros, l'idée, c'est un peu quasiment le même que Dead Man in Wonderland. Ok. Des gens sur Terre ont eu des pouvoirs à cause d'un truc qui s'est produit et on les stocke sur une île pour les empêcher de faire du mal sur Terre. Et donc forcément, une sorte de battle royale. Et au niveau des dessins, c'est les mêmes que le nouvel Angyoshi. D'accord. Voilà, et le scénariste, pareil, assez connu. Ok. Ok. Et donc ça, on ne sait pas encore chez qui ça va sortir. Non, parce que pour l'instant, c'est aux enchères que ça se joue. Donc c'est la grande bataille entre éditeurs. Tout le monde, sans exception, quasiment, est dessus. Ok, et ben on va surveiller. Alors Tonkam a fait une annonce plutôt surprenante, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils allaient éditer la biographie de Steve Jobs en manga. Donc ça, c'est carrément et moi, je surprenant. leur conseille très fortement de sortir une appli sur iPhone avec le manga dedans. Et c'est carrément pas bête comme idée en plus. Ils le font, mais ils ne s'adressent pas du tout aux fans de manga quand ils font ça. En fait, le but, c'est de s'adresser plutôt à des gens... aux fans de Steve Jobs, j'imagine. Voilà, parce que en particulier. C'est pour ça que c'était assez marrant de lire les commentaires des gens sur Manga News. La plus jolie que j'ai vue, mais... Ou sur Mangavore. La plus jolie il y a peu de commentaires, il faut bien l'avouer. Dans la nouvelle version, je pense. Une fille de 16 ans qui mettait « Mais qui c'est ce mec? Il a jamais rien fait, on fait des bouquins sur lui. » Ah ouais, c'est chaud ça. Non, je refuse de croire ça, c'est un troll. C'est possible. Donc, parce que sur Manga News, on peut tracer les gens parce qu'ils mettent leur... On va pas épiloguer sur le commentaire d'une gamine de 16 ans qui connaît pas Steve Jobs. Mais c'est drôle. Donc, j'enchaîne sur une autre nouvelle licence qui sort, enfin une nouvelle œuvre qui sera publiée en France. Ce coup-ci chez Nobinobi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était notre premier invité dans le podcast. Donc, c'est un éditeur qui fait de magnifiques contes pour enfants, japonais ou japonisants. Des très jolis dessins. N'est-ce pas? Et donc là, il nous propose Joyeux Noël Monsieur Loup de Tatsuya Miyanishi, qui est l'auteur de Papa Renard en croque pour les cochons, qui était un de leurs 2 premiers livres, et Chic des bonbons magiques. Voilà, donc ça sort le 23 octobre 2012. Et donc c'est la veille de Noël, il y a un loup affamé qui erre dans la forêt enneigée quand soudain il découvre 12 petits cochons en train de décorer leur sapin et d'accrocher des couronnes de houx. Du coup, il a l'intention de les manger, mais évidemment tout ne va pas se passer comme il avait prévu. C'est des chevaliers d'or. Non, c'est bien tenté. Donc voilà, Joyeux Noël Monsieur Loup chez Nobinobi le 23 octobre. Moi, dans mes 2 dernières Noël, news, c'est pas le 23 octobre, si je peux j'ai le fameux Jojo Prize Starbook. Jojo Prize Starbook, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Pour l'anniversaire. Un truc de Jojo. Voilà, Ouais. c'est un coffret en fait réunissant un artbook, une figurine et un calendrier. Stylé. Et genre, il y a des gens qui trouvent les dessins suffisamment Faudrait que beaux ton pour cam... vouloir un artbook. Bah grave. Franchement, moi j'aimerais bien que ton cam le sorte en France justement. Ouais, avec 2000 ventes sur 3 ans par Jojo, ça risque d'être dur. Ouais, bah peut-être qu'il vendrait autant de hardbooks. D'ailleurs, en ce moment, ça se déchaîne sur les forums à propos de Jojo. Super, c'est la transition sur ma news suivante puisque Tonkam a fait une annonce surprenante, en fait 2 annonces. La première intéressante et 3-4 jours après, je sais plus, une autre beaucoup plus surprenante. Tonkam a annoncé coup sur coup lancer un concours pour le design du logo de la 3e saison de JoJo Stardust Crusader. Donc il proposait aux fans de designer le logo qui apparaîtrait du coup sur les jaquettes. Et en fait, suite à une polémique qui s'est lancée sur les sites où il y a eu des flame wars et tout un tas donc de personnes qui sont venues troller et agresser l'éditeur a choisi finalement d'arrêter tout simplement cette opération et de reprendre un process standard sur ce livre. Ok, donc à cause d'une banque de trous de cul, probablement des rouquins si je peux me permettre, une bonne idée est tombée à l'eau, quoi. Bah écoute, voilà, pour la couleur des cheveux, j'en sais rien, mais sinon oui, c'est ça l'idée, c'est que l'éditeur excédé par trop de haine déversée apparemment à son encontre. Cher troller, sachez juste que quand un éditeur fait ça, c'est pas pour faire un logo gratuitement, c'est vraiment pour faire un truc fun quand on est sur en plus un titre comme Jojo qui est réservé à un public extrêmement et malheureusement restreint. L'idée c'est qu'il puisse s'approprier encore un peu plus le manga, c'est de faire un... Oui, puis ça fait une OP de com, quoi. Ça permet de faire connaître un peu le titre au cas où. C'est un club. Les lecteurs de Jojo, c'est un club. Et le pire, c'est qu'ils reçoivent énormément de logos, malgré tout. Ouais, bah écoute, c'est dommage, ils seront pas utilisés. Alors, peut-être qu'ils seront mis en page RAB. Ça serait sympa, un petit album Facebook sur le Facebook de l'éditeur, ce serait sympa. Et alors, en plus, c'est marrant parce que la polémique avait commencé sur le prix qui est payé à un maquettiste pour un logo.
Parce qu'en fait, ils avaient proposé de donner quand même un petit cadeau qui était ce fameux coffret dont je viens de parler. D'accord. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, que les gens aient pu protester là-dessus, parce qu'effectivement, s'ils avaient proposé, s'il y a des gens qui disent que ça vaut 500 € pour faire un logo. Allez chez Publicis, c'est 1 million un logo chez Publicis. Aller chez ailleurs, ça va être 100 balles. Ce qui est aberrant, c'est que s'ils avaient proposé aux gens 500 € pour faire le logo, là, ça devenait vraiment une démarche commerciale pour le coup. Et ça n'avait aucun intérêt de demander ça à des fans. Moi, il y a un des commentaires que j'ai trouvé assez intéressant, puis ensuite on passera à autre chose. C'est le commentaire des gars qui disaient que c'était idiot de penser que ce serait pour obtenir un logo gratuit, puisque de toute façon, le commentaire avait raison, c'est que Jojo est édité chez Shueisha et que chez Shueisha, ils contrôlent tout. Donc de toute façon, le logo, il va être validé par l'éditeur japonais. Donc nécessairement, l'éditeur, il va être obligé de repasser dessus un minimum, de changer 2-3 choses. Enfin voilà, à moins que la contribution, que le contributeur leur envoie directement un fichier Illustrator parfait, net, dans toutes les dimensions, dans ce qu'il leur faut, j'en sais rien. Probablement, le logo leur aurait demandé du travail d'adaptation derrière. Mais bon, voilà. Passons à autre chose. Le logo de la NPE, c'est 1 million de vos impôts, donc allez troller plutôt là-dessus, les mecs. Oh, il est moche en plus, le logo Pôle emploi. Donc, est-ce que tu as encore des news, Al ? J'en ai plus qu'une, qui n'est pas vraiment une news manga, mais je trouve ça assez étonnant. Panini qui se lance dans les romans. Ah ouais, effectivement, c'est surprenant. Fantastique. Et Kyun aussi, apparemment. Kyun aussi ? Ouais. Je savais qu'effectivement, ils allaient se diversifier, puisqu'ils ont changé de nombre récemment. Mais ils essayent d'attaquer le marché de Brajlon, clairement là-dessus, sur le fantastique et la bitlit. Il y a du chiffre. On verra s'ils ont le talent de cet éditeur pour être capable de faire ce qu'il faut derrière. Les titres d'un éditeur allemand, je crois, ou je ne sais plus, je n'ai pas bien compris. On verra bien. Ils ont un paquet de titres en réserve. On verra ce que ça donne. Parallèlement à ça, il y a du coup l'éditeur Milady qui, lui, va arrêter les comics. Exact, j'ai lu ça, c'est triste. Et donc pour les quelques très bonnes séries qu'ils avaient, donc notamment Lock and Key, ils sortiront le prochain tome. Et Empowered. Non, j'ai dit les bons titres. C'est vachement bien, Empowered, c'est fun. On en rediscutera à un autre moment. On a déjà trop parlé de Troll. Ok. Donc Lock and Key est déjà racheté pour après, donc la série continuera chez un autre éditeur, donc pas de problème. Bon, bah voilà. Et alors la dernière news, du coup, ce sera l'arrivée de Skate Dance chez Kazé. Donc, sans déconner. Bah ouais, sans déconner. Skate Dance, qui est donc un shonen humoristique publié dans le Weekly Shonen Jump. Donc il arrive le 3 janvier 2013. Ce qui est intéressant, c'est que comme souvent, là, les 2 premiers tomes sortent ensemble en librairie, mais ils sortent respectivement au prix de 3,99 € chacun. Ce qui est plutôt pas mal. Donc un prix de lancement qui est bien sûr réservé au premier tirage. Et dernière info sur Skate Dance, je finis ma news sur Skate Dance, ensuite vous pourrez réagir. Skate Dance, il faut savoir que c'est une série qui compte actuellement 26 tomes au Japon. Il y a une série télé de 77 épisodes. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que le principe, c'est un peu comme comme la série qui vient de sortir chez Tonkam, comme Medaka Box, le pitch de base. C'est-à-dire que c'est un club qui est dédié à la résolution des problèmes des élèves, puisque le Skate Dan, en fait, c'est un groupe de soutien dans une lycée. Souhaitons-leur un peu plus de ventes alors du coup, parce que pour l'instant, les ventes de Medaka, c'est pas encore ça. Accrochez-vous les gens, à partir du 3e tome, c'est vraiment mieux. C'est ce que tout le monde me dit. L'histoire commence, les personnages sont placés pendant les 2 premiers, et l'histoire commence au 3e. Donc achetez le 3e et là vous pourrez voir effectivement ou lisez-le dans librairie ou en bibliothèque et voyez si vous voulez l'acheter. Enfin bref, faites l'effort sur le 3e, après ça vaut le coup. Bon, parfait. Et en parlant de Kazé, ils annoncent aussi Terraforma. Exact, ils viennent d'annoncer. Du magazine Young Jump et qui est vraiment le manga le plus bizarre sorti ces dernières années. À ce point-là ? Ah oui, ça se passe dans un futur proche où il y a des humains qui vont sur une planète qui est habitée par des sortes d'hommes-insectes et qui prennent les humains pour ce que nous, on prend les insectes sur Terre. D'accord. Un peu comme Gantz, quoi. Ouais, un peu. Voilà. Donc c'est vraiment très spécial. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est trop spécial, mais c'est à découvrir. Ok, et on va donc enchaîner avec la première pause musicale, qui est donc une chanson de Yui Horie, puisqu'en fait on va faire aujourd'hui un thème spécial Yui Horie, qui est une idole plutôt populaire au Japon, qui s'est entre autres fait connaître tout simplement parce que c'était la voix de Narunaru Segawa, l'héroïne de Lovina, en 2000, et depuis voilà, elle a continué à faire d'autres trucs dans Fruit Basket, Inukami, etc. Et elle a donc un beau palmarès aussi en termes de chanteuse J-pop, puisqu'elle fait tout un tas de opening et de ending. Elle avait sa propre émission de radio au Japon, mais enfin pour les idoles c'est assez commun.
Et donc, il y a un album qui sort en France là, chez Bishi Bishi, son album Best Of. Et donc, on va commencer avec Kirari Takaramono, qui est donc l'opening des OAV de Lovina Again. Donc on se retrouve et on enchaîne directement sur le dossier, à savoir le revival. Alors on va tout simplement commencer par définir ce que c'est le revival et ensuite on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé en termes de revival chez les éditeurs ces dernières années, ce qui se passe en ce moment, vers où on va et tout un tas de choses comme ça. Donc le revival, ce qu'on entend par là, en fait, c'est la ressortie de vieilles licences. Alors là, vous allez voir, ça va faire débat. Pour le coup, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de débat au sein du podcast Mangavore. Mais moi, ce que j'appelle le revival, c'est ressortir des licences sur lesquelles il y a un affect, où il y a une forte communauté. C'est-à-dire, par exemple, rééditer, en dehors du manga, rééditer un coffret DVD de K2000, c'est du revival, par exemple, parce qu'il y a tout un affect qui a été développé autour de cette série et tu le ressors et tu vas pouvoir faire du fric avec ça. Et le manga, évidemment, le manga et l'animation n'échappent pas à cette tendance. On le voit depuis longtemps. Je veux dire, en 2003 déjà, Tonkam éditait, 2003 ou 2006, je ne sais plus, éditait Georgie, un manga qui datait de 2006, un manga qui datait de l'époque Club Dorothée et qui clairement touchait non pas les lecteurs de manga en tant que tels, mais les gens qui avaient adoré Georgie quand ils regardaient le Club Dorothée quand ils étaient enfants. Et plutôt que ça, on aurait eu un revival sur Candy s'il n'y avait pas des problèmes de droit. Tout à fait. Voilà, il y a. Celui-là sera arrivé, je pense, le premier. Candy. Exactement, on va enchaîner tout à l'heure, on va parler un peu de Goldorak parce qu'il y a un tout petit peu d'actu, mais évidemment Goldorak, quand les coffrets DVD sont sortis, c'était le cas. Mais je crois que vous n'êtes pas tout, parce que là tout d'un coup vous êtes hyper calme, mais quand on a préparé ce dossier, vous étiez un peu plus emballé, vous n'étiez pas d'accord avec moi sur ma définition du revival. On te laissait parler et présenter ta définition. C'est surtout moi, pour moi le revival, c'est le fait de sortir des vieilles choses. Ouais. Et de les actualiser au goût du jour. Ça ne prend pas forcément des trucs connus, parce que généralement, malheureusement, c'est le gros problème souvent du revival, c'est qu'il y a des gens qui reprennent des titres qui sont vieux et qui les rebasculent à l'intérieur parce que ça a été un titre plus ou moins connu pour X raisons. Chaque personne trouve un nom différent pour pouvoir présenter le revival, mais justement, le principe du revival, c'est de reprendre des vieilles choses et de les remettre au goût du jour. Et c'est ce que Tofu aurait argumenté dessus en disant que dans le monde du cinéma et des séries, c'est ce qu'ils appellent des reboots. Tu parlais tout à l'heure de K2000, il y a 2 ans, ils ont sorti 80 000. Tout à fait, ils ont fait un reboot, il y a eu un reboot de... Ils ont refait Hawaii 5.0, donc Hawaii Police Data, c'est pour ça d'ailleurs... Pour ceux qui ne le savent pas, que dans toutes les séries télé, quand on dit 5.0, c'est Note 22, v'là les flics, parce que ça vient de cette série télé qui, à l'époque, le numéro de téléphone pour appeler les flics à Hawaï.
5-0, c'est le Ok. 911. Putain, fallait le savoir, ça. Fallait le savoir. C'était le moment culturel. Pas voilà. mal. Enfin bon. Oui, mais alors justement, là où moi je suis pas d'accord, c'est que pour moi le revival, il faut justement que la série elle soit un minimum connue. Il faut qu'elle soit culte pour une partie du public. Si la série elle est pas considérée En fait, comme culte, c'est pas du revival. en fait, Surtout si en Au-delà, plus. au-delà de culte, je pense que c'est surtout le principe, c'est il faut qu'elle soit bancable, il faut qu'il y ait une garantie sur la rentabilité de faire ce reboot ou revival. Et effectivement, donc si quelque chose est culte, ça va bien plus marcher. C'est ce que fait Walt Disney depuis ses tout débuts. Ils publient un truc qui cartonne, après ils le mettent dans un coffre-fort, ils n'en parlent pas pendant des années, et 10 ou 15 ans après, quand la génération suivante est là, ils le ressortent. Alors, c'est ce qu'ils nous font à chaque fois avec... tu peux acheter ton truc, voilà, exactement, ton Cendrillon, tu vas le voir, ton Bambi. Il le change un petit peu de temps en temps quand les mœurs sont évoluées, la maman de Bambi meurt plus, ou ce genre de truc. Mais Walt Disney entretient de manière en permanence. voilà, Ouais, d'accord. de manière vraiment artificielle du coup, parce que c'est eux qui créent la pénurie Bien sûr. en Non, sortant mais le oui, prix du là. marché. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en ce moment, on est dans une période de crise économique. C'est pour ça que Seb Kuhn est en slip. Et ben oui, dans Je ces l'ai acheté moments-là, sur eBay. préporté par, on vous dira pas qui. Bon, c'est Mel Gibson, mais très classe d'ailleurs. Si je peux me permettre, le slip léopard, tu le portes bien. Ben écoute, c'est pas donné à tout le monde de porter le slip léopard. De Mel Gibson. Non, mais même, je veux dire, effectivement, le léopard, il faut avoir le teint qui va avec. Bref, Donc. revenons sur notre sujet. En période de crise économique, on constate qu'il y a de plus en plus de retours, que ça soit dans le cinéma, ailleurs, et donc forcément dans le manga ou l'animé, ce qui nous intéresse en ce moment, sur ce qui est bancable. Et ce qui est bancable, par définition, c'est ce sur quoi les gens ont un affect, où on est sûr que ça va marcher. Je dirais pas bancable, je dirais valeur sûre. Oui, mais d'où Parce que le nom est connu plus ou moins. Oui, mais d'où, du coup, moi, mon point de vue, qui consiste à dire, par exemple, que la collection Vintage de chez Glénat, qui est une collection que je trouve absolument admirable, qu'on soit bien d'accord. Je trouve que c'est très bien que Glénat joue le rôle de prescripteur sur des titres qui ont une vraie valeur patrimoniale pour le manga, et donc sortir en France des titres comme Cyborg 009, Ashita Joe, ou Golgotress, c'est très bien de leur... Non, c'est pas eux, pardon, Golgotress, mais c'est très bien... Golgotress. Non, Golgotress, c'est dans la grosse collection de chez Kana. Oui. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que sortir ce genre de titre en France... Tu plaisantes. Si, Best of Golgotress, c'est un gros bouquin. Bon, Oui, mais Là il me semble que où c'est je chez suis pas Glénat. d'accord, justement, c'est effectivement pour Cyborg 009, il n'y a aucun affect en France, et il y en a un très très fort, parce que il y aurait potentiellement, on pourrait justifier, dire, de toute façon, c'est Tezuka, tu reconnais les dessins, c'est pas Tezuka, Cyborg Ah, bon, 009. ça ressemble à... C'est Ishinomori. Ouais. Ok, bon, je le vois, moi je pense que c'est un Tezuka, et je pense qu'on peut visuellement avoir un rebond d'affect. Mais Ashita Joe, pour moi, il y a un affect, certes, sur des Oui, personnes... ça âgées, passait parce que sur la 5. Le dessin animé passait sur la 5, et la deuxième saison du dessin animé qui était réalisée par la même équipe que Cobra était juste parfaite. Et puis Non, mais Cyborg c'est 009 est sorti plusieurs fois en France en DVD dans des collections pourries, genre Cherzo Vidéo. Oui, Ouais, mais mais du coup, personne ça a pas sait que marché. c'est sorti, Du quoi. coup, on peut pas avoir on n'a pas de rentabilité garantie dessus. Après, ce qui Pour le revival, je veux dire, dans revival, il y a revive, quoi. Donc, il faut que ça ait déjà vécu une première fois. Donc, pour moi, s'il n'y a pas un vrai succès, genre Cobra, voilà, Cobra, ça a eu une vraie vie en France. Tout le monde Oui, sait mais- qui et c'est, dans les Cobra. démarches- Cobra, on a vu qu'ils ont ressorti du coup une série. Tout à télé, fait, bien sûr. Voilà. Il y a du revival, et puis même, je veux dire, sans même aller chercher le revival fait par les Japonais, je veux dire, il y a eu what 1000 milliards de coffrets DVD qui sont sortis chez Déclic, il y a ceci, il y a cela. Quand effectivement Kazé, du coup, ensuite, a récupéré les nouveaux OAV faits au Japon, bah, du coup, il y a eu de la com faite là-dessus, parce qu'il s'agissait effectivement de capitaliser sur la sympathie qu'a le public sur cette série. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ashita Joe, en dehors de toutes les qualités que peut avoir cette série, c'est juste pas connu en France. On peut pas considérer que c'est un revival que de sortir le premier manga Alors, qui en Hikaru plus... no Densetsu, ça marche pareil. Non, Hikaru no Densetsu, Hikari no c'est pas Den- très connu en France. alors Hikari no Densetsu, c'est pas connu, mais Cynthia ou le rythme de la vie, oui, c'est connu. Il y a plein de gens, qui te font... C'était C'était diffusé en même Non, temps mais que il y a- Ashita no Joe sur la 5. sauf qu'il y a plein de gens qui... 17h20 le... D'accord, alors si maintenant je peux finir ma phrase, il y a plein de gens qui par contre sont capables de te chanter « J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym », éventuellement ils connaissent que ça du générique, mais ils connaissent ça. Maintenant trouve des gens qui savent chanter le générique d'Ashita Joe, même moi je le connais pas. Il y en avait pas. Mais même moi je le connais pas le générique d'Ashita Joe.
Moi non plus, mais c'est pas parce que tu vois bien. Oui, mais c'est pas parce que ça a moins bien marché que ça n'en est pas pour autant. Mais si, ça veut dire du coup qu'il n'y a pas eu de vie. Il a pas vécu. Il est resté dans son coin. À partir du moment que l'éditeur considère que le titre est pas mal et qu'il valait le coup de lui redonner une seconde vie pour lui donner sa chance ce coup-ci. De toute façon, on verra. Il suffit juste tout simplement de comparer les chiffres. Ils sont pas suicidaires. Non, mais ensuite, il y a une autre chose dans ce cas-là. Moi, j'ai un dernier argument, c'est que je pense que ça dépend aussi tout simplement de la volonté de l'éditeur. Et je pense que quand Tonkam sort Hikari no Densetsu, d'ailleurs, qu'il sous-titre Cynthia ou le rythme de la vie, si je me souviens bien, ils ont une vraie volonté de capitaliser sur le public des fans de Youpi, l'école est finie. Quand Glénat sort Ashtanojo, ils se disent pas on va le vendre parce qu'il y a des gens qui ont vu cette émission sur la 5. Ils sortent ce manga parce qu'ils considèrent que ce manga, il a une vraie valeur historique et qu'il faut le sortir. Et point barre. Cela dit, le Hikari no Densetsu, pour moi, a une très très forte valeur historique. Je pense que c'est ce qui a lancé complètement Hikari no Densetsu, pour moi, est au shoujo ce que Dragon Ball est au shonen, quoi. Avec Glass no Kamen, pour moi, c'est les deux meilleurs, les deux bases du shoujo dramatique. Ouais, enfin du coup moi je mettrais vraiment beaucoup plus Glass no Kamen qui est plus ancien en plus oui, mais alors pourquoi Glass no et Kamen Versailles no parce qu'il fait 83 tomes et que du coup aucun éditeur a les couilles de le sortir, mais sinon effectivement si Laura ou la passion du théâtre ou Glass no Kamen en japonais sortait en France, là effectivement j'arguerais sur le fait où oui c'est du revival de sortir ce titre là et en plus il a à côté une valeur patrimoniale, mais bon Ashtanojo moi je suis pas d'accord, mais bref. On a à peu près défini ce qu'était. Faut que tu parles dans ton micro, Al. Je pense que c'est juste une vision de l'éditeur. Voilà, bon. Et du nombre de personnes ciblées, parce qu'effectivement, du coup, Cynthia ou le rythme de la vie a été rediffusé après sur Club maintes fois, exactement. Puis je pense qu'en fonction des directeurs éditoriaux, il doit y avoir dans les deux cas, un qui le fait parce qu'il a vécu son enfance à l'intérieur de ces dessins animés-là. Donc du coup, il considère qu'il le fait pour des gens comme lui qui aiment ce genre de série, et t'en as un autre qui ne peut pas admettre qu'on puisse voir le manga autrement que sur un côté un peu élitiste. Je sais pas. Là, je sais pas, je me prononcerai pas. Je mettrais pas Cyborg 09 au même niveau que Ashitanojo, justement, en termes de artistique, de complétion, de valeur du manga. Mais c'est pourtant un titre au Japon, ça reste quand même un truc. Cyborg 09, ça a été, enfin, les mangas de Shotaro Ishimori, ils ont eu énormément d'importance parce que justement c'est pour ça que c'était intéressant que tu dises que c'est du Tezuka, parce que justement Ishimori c'est l'anti-Tezuka par excellence en fait, c'est-à-dire qu'il fait partie des auteurs qui ont lancé le Gekiga par opposition au manga de Tezuka justement, qui étaient donc des œuvres beaucoup plus adultes, beaucoup plus dures, beaucoup plus matures d'aujourd'hui. Exactement. Donc mais avec les mêmes dessins. Du coup, parce que effectivement c'était la même école graphique, un peu. Et à l'époque tu pouvais pas faire autrement. Fallait inventer du manga aux États-Unis dans les années 80. Donc du coup, voilà pour moi ce qu'est le revival. Et je crois que Athanor, tu voulais nous parler un peu d'une branche particulière du revival. Voilà, moi, je voulais dire. Donc, on a vu, on a tous notre définition du revival. On va pouvoir distinguer différents types de revival. Les revivals basés sur une grosse base de fans où on a un effet nostalgie très très fort. Et moi, je voulais parler du survival. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un survival ? Pour moi, le survival, c'est la série sans fin. La série sans fin qui va jamais s'arrêter. Dragon Ball Z. Non, Naruto, One Piece. Naruto a été annoncé comme il va s'arrêter un jour. Voilà, donc, oui, quand l'éditeur dira ouais, on l'arrête. Ok, mais l'auteur a émis le souhait de le faire, donc je pense qu'on va se payer l'auteur de Dragon Ball aussi, et pourtant il a fait Dragon Ball Z. Mais bon, donc dans le survival, pour moi, on distingue deux types de survival. Donc ceux dont vous venez de parler, qui sont les histoires sans fin. Et là, j'ai une petite pensée pour Limal. Et ensuite, les licences sans fin, où je distingue les deux. Donc les histoires sans fin, ça va être effectivement je vais y venir. C'est donc les histoires sans fin, ça va être les Dragon Ball, notre ami Kochi Kame, le flic de quartier, qui en est maintenant à son 182e volume. Donc 182 volumes depuis 1976. Voilà, je pense que ça s'arrêtera pas quand l'auteur sera mort. Un autre auteur prendra le relais. Ça se trouve, il y a déjà quelqu'un qui a pris le relais. C'est possible. Donc Kochi Kame, voilà, ça c'est pour moi, c'est la base de l'histoire sans fin. Et One Piece et Détective Conan sont, je pense, les deux futurs What millions de tomes qui vont
qui vont exister. Parce que quand on voit Détective Conan, comment les hommes en noir, ça avance pas. Voilà, j'allais dire, il faut quand même faire une distinction, c'est que voilà, Conan, ça ne va nulle part, alors que One Piece, ça avance quelque part au moins, quoi. Bah, One Piece, ça avance quelque part, mais s'il veut, il peut faire que le chemin soit. On est d'accord, il prend son temps. One Piece, on a une impression d'avancer, et il y a effectivement une avancée. Conan, on fait du surplace, mais l'un dans l'autre, et les deux peuvent finir seulement quand l'auteur en aura envie. Je suis d'accord. Ils peuvent faire durer le plaisir, ou autre chose que le plaisir dans le cas de Détective Conan. D'ailleurs, vous en avez oublié un. C'est quoi la série qui compte le plus justement d'épisodes jamais créés au Japon? Ils en sont à plus de 1000. Ah non, c'est pas Kochikame, il y a un autre avec truc. la petite fille de 8 ans. Sazae-chan Nana-chan Non, c'est pas Sazae? Oui, c'est Sazae-chan, où le manga ne compte pas énormément de volume, mais la série télé ne s'est jamais finie. Oui, ça doit être ça, tout à fait. Okay. Et donc, le deuxième type de survival, qui sont les licences sans fin. Alors, Al, tout à l'heure, a cité Gundam, qui a commencé en 1979 et qui a encore actuellement une série et un film qui sortiront tous les deux en 2013. Et entre-temps, où il y a eu à peu près une flopée de séries, de films, d'OAV. Il manque juste le drama et on sera bon. Je vais m'attarder un peu plus sur Macross parce que pour moi, c'est la licence que je préfère parmi toutes les licences sans fin. Donc Macross qui a commencé en 82 avec la magnifique série qu'on connaît, suivi après du merveilleux film Do You Remember Love, qui était un des premiers films Macross 7 et Macross 2. Un des meilleurs films un des premiers films japonais diffusés en France au cinéma dans les nuits manga organisé par Greg. Après, effectivement, on a eu Macross 2, après Macross 7. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, on a encore un film qui sort fin octobre, donc peut-être probablement au moment de la diffusion de ce podcast, donc, qui s'appelle Macross FB7. En ce moment, qui est pas sur Frontier, qui est sur Frontier avec l'happening d'un personnage de Seven. D'accord, ok. Mais on sait pas lequel. En ce moment, au Tokyo Dome et pendant toute la semaine, il y a les 30 ans de Macross avec des concerts tous les jours. Stylé. Ce qui est assez ouf et ce qui donnerait envie d'être là-bas. Je sais pas si vous avez vu les concerts de Ghibli au Tokyo Dome. J'ai le DVD, c'est énorme. Donc ouais, on a eu Macross le film, Macross l'OAV, Macross 2, Macross plus, Macross 7, Macross 7 le film, Macross 7 encore, Macross 7 Dynamite, Macross 0, Macross Frontier, Macross Frontier le film, Macross Frontier l'OAV et maintenant Macross FB7. Et c'est d'ailleurs marrant de voir qu'en fait la série que tout le monde considère la plus mauvaise, Macross 7, c'est celle qu'ils ont le plus repris. Bizarrement, mais c'est celle qui est considérée comme la plus mauvaise par le public européen. Non, mais par le public européen. Je sais pas au Japon comment ils perçoivent cette série. Au Japon, hein. Ça a cartonné, mais après, bon, faudra mettre en parallèle avec ce qu'il y avait en face à l'époque pour voir aussi si c'était bon ou pas. On a donc du coup, comme on a vu pour l'instant, on a parlé de Gundam et de Macross. Donc les mechas sont un gros licence sans fin, et les Sentai aussi. Alors sur les Kamen Rider ou Kamen Rider, ça a commencé en 1976 et on a eu cette année 3 films de Kamen Rider. Pas mal, j'avoue. Donc c'est quand même assez ouf. Il y a, je crois qu'à part Harry Potter où ils nous ont lâché 2 films dans l'année et bientôt Bilbo le Hobbit, je sais même pas s'ils vont les sortir les 3 films dans la même année. Bref, c'est assez rare de voir 3 films autour d'une même licence dans une même année. Moi je pense, et c'est mon avis personnel, que si on a surtout des licences sans fin sur des licences de mecha ou de Sentai, c'est que ces licences sont complètement intemporelles. En général, dans un futur en période de crise, c'est utile. Très lointain, et portent tout le temps les mêmes valeurs du bien contre le mal et tout ça, et fantastique. Dans le cas du Sentai, tu peux tout à fait le transposer dans n'importe quelle époque. Le mec, il se transformera toujours de la même manière, il fera toujours le bien et ça sera toujours les mêmes valeurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'enfin, mine de rien, le Super Sentai, je veux dire, en France, on connaît surtout Bioman, qui doit être la saison 2, si je dis pas de bêtises, mais il y a une nouvelle saison chaque année au Japon, dont l'avant-dernière, les Keizoku Sentai Gokaiger, justement, ont eu un crossover avec notre bien-aimé XOR. Justement, dont on fête les sort cette année au Japon. Oui, parce que c'est les 40 ans, un truc comme ça. Les 40 ans de XOR, et où ça sera justement donc le fils de XOR qui prendra le relais, donc la transmission sera faite, et c'est ce qu'on retrouve donc dans le manga d'Ultraman
j'espère sortira en France. Le fameux manga là, qui est publié dans le Heroes dont nous parlait Al la dernière fois et tout à l'heure. Tout à fait. D'accord. Et après, on a certaines séries qui reviennent de temps en temps, soit directement, soit par inspiration. Et donc au Japon, Ashita no Joe, qui avait effectivement inspiré énormément, qui a été cité dans 62 mangas différents. Pas mal. Donc c'est quand même assez ouf, alors que ça soit par la pause de Joe à la fin du dernier volume, je ne vais pas vous spoiler, mais il tape une pause spéciale, ou par des références. C'est quand même assez dingue et ça sera le sujet de mon Japanard tout à l'heure. D'accord. Alors, justement, pour ajouter à ce que tu as dit, tu parlais de Gundam et des licences qui ne finissent jamais. Il y a un studio pour ça, ça a un nom. Ce studio s'appelle Sunrise. Sunrise, c'est les pros des licences qui finissent jamais, genre Code Geass, genre Gundam, Tiger and Bunny, Gundam, City Hunter. Tiger and Bunny, c'est trop récent. Voilà, c'est trop récent pour qu'on puisse juger si ça va jamais s'arrêter ou pas, quoi. Mais tu verras que ça va mettre du temps avant de s'arrêter. Non, et là, justement, tu parles d'une surexploitation et d'une c'est différent. Oui, mais en fait, ils sont spécialisés là-dedans. Ouais, la plupart de leurs licences qui marchent, ils ont systématiquement justement ce réflexe de les tirer au maximum. Et Gundam, c'est, on va dire, le haut du panier, puisque c'est l'une de leurs toutes premières grosses séries à 1 milliard d'épisodes. Mais c'est une pratique courante. C'est le studio spécialisé là-dedans. Ou même Macross ne vient pas de chez eux. Non, c'est Tatsunoko. Mais Tatsunoko n'existe plus. Donc, du coup, il y a un Comment peu ça, plus ils de n'existent mal. plus? En fait, il y a une autre société qui s'appelle, mais qui n'est pas du tout la même chose. Et depuis, c'est Go West qui gère les droits de. D'accord, mais le studio Tatsunoko, il existe encore? Macross non, c'est pas le même Tatsunoko, c'est un autre nom en fait. Ah bon? C'est un autre nom, mais c'est plus le même. C'est un peu ce qu'avait fait à l'époque avec Tezuka. Non, mais parce que je veux dire, Tatsunoko Production, non, mais parce que Tatsunoko Production, c'est un studio qui existe depuis 62, quoi. Oui, mais ça a un nouveau nom maintenant. Bah non, Tatsunoko Production. Ça s'appelle toujours Tatsunoko, mais il y a quelque chose avec. D'accord, ok. Et ils produisent pas mal de trucs, mais ils sont restés pendant un moment justement sans rien faire. Okay, ils sont revenus en termes de revival, entre autres en Europe, parce qu'en France, au Japon, je ne sais pas exactement, mais comme c'est les 50 ans en ce moment de la Tatsunoko, c'est vrai que ça avait déjà commencé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, avec le crossover chez Capcom, de justement Tatsunoko versus Capcom, où tu avais les héros de tous les... donc qui est un jeu vidéo et qui est de baston, et où il y a d'un côté les héros de chez Capcom, donc du Street Fighter, du Mega Man, des trucs comme ça, du Strider, et en face tu avais des héros de la Tatsunoko, à savoir des héros entre autres de Gatchaman, qui est connu chez nous sous le nom de la Patrouille des Aigles ou de la Force G, suivant la version que vous avez vue. Oui, tout à fait. Al, est-ce que tu veux faire un petit tour d'horizon du revival en France cette année? Wigman. En dehors de Tonkam, parce qu'on a eu Wigman, on a eu Lucien Hikari no Densetsu. Alors, Tonkam, ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, depuis qu'ils ont commencé effectivement en 2006 avec Georgie, on voit bien que régulièrement, ils sortent des vieux titres à destination justement d'un public de nostalgiques, que ce soit les nostalgiques du Club Dorothée ou les nostalgiques des éditions J'ai lu, en sortant Kimagure Orange Road, Jojo et Dragon Quest. Je veux dire, grosso modo, il leur manque que City Hunter et Rakai Blues pour avoir le catalogue de chez J'ai lu. Mais tu oublies aussi Tekken Shimi. Tekken Shinmi dans ce cas-là, et on a parlé des nostalgiques, voilà. Parce que dans ce cas-là, il y a aussi Crayon Shin-chan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc ils en font depuis pas mal de trucs. Oui, chez Casterman. Ouais. Mais à côté de ça, et du coup en point d'orgue cette année à Japan Expo, ils ont fait carrément un espèce de concert avec avec Noémie qui était venue. Avec Noémie, tout à fait, avec le joueur du grenier, avec pas mal d'invités, et en fait tout tournait autour, ils avaient appelé ça justement le Revival Show, et il y avait des vieux génériques, des extraits de dessins animés, je crois, des trucs comme ça. Moi, j'y ai pas assisté, malheureusement. Il était très bien, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est vraiment à voir, regardez-le, et pas que pour la performance de Noémie. Mais non, c'était sympa, il y avait un super esprit. Je pense qu'on pourra aborder le sujet de l'organisation d'un tel show dans le dossier où on fera une comparaison cartooniste, Japan Expo et mais pourquoi pas convention. Ouais. Il y a des choses à dire. Du coup, qu'est-ce qui sort chez les éditeurs en ce moment en revival? Donc, oula, vous me prenez au dépourvu là. Ah bon? Ça a laissé 5 minutes pendant qu'on blablatait pour exactement. réfléchir. Ouais, mais à la place, il dessinait, il jouait à Draw Something ou je sais pas quoi sur son iPad.
Donc, non, personne ne voit, c'est la radio. Il se touchait, il jouait. Mais c'est vraiment ça, tu joues à Draw Something. Something? Non, il joue à un truc. Ah non, il joue à autre chose, d'accord. Super. Bon. C'est pas grave, moi je vais enchaîner sur autre chose pendant qu'il réfléchit à ces titres. Moi je voulais revenir justement sur tes deux, sur le survival. En l'occurrence, je voulais m'attarder sur deux autres grosses séries, une qu'on a vaguement abordée et une autre sur laquelle dont on n'a pas du tout parlé, qui sont pour moi les fers de lance du revival. Enfin, c'est compliqué, c'est pas du revival parce que la flamme s'est jamais éteinte justement en nulle part. Alors. C'est du survival, mais en même temps, enfin bon bref, je parle de Dragon Sailor Moon, c'est ça que je cherchais. Il y a eu Sailor Moon effectivement chez Pika, mais vas-y cherche, il y en a d'autres. Hein. Du coup, je parle de Dragon Ball Z et des Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi ? Parce que Dragon Ball Z aurait dû s'éteindre au bout d'un moment, mais quand la flamme a commencé à disparaître vaguement en Occident et presque au Japon, les Américains ont découvert cette série. Il faut savoir ça, mes amis poditeurs. Sachez qu'en France, on a 10 ou 15 ans d'avance en termes de manga sur les Américains, sur ces séries-là. Sur les anciennes séries, par contre. Ah oui, maintenant, ils sont à jour. Sur les nouvelles, ils nous la mettent des fois. Ouais, c'est rare quand même. C'est rare. Mais bref, surtout en plus, je parle manga. Moi, je parle pas animé en plus. Mais bref, que ce soit en manga ou en animé, en l'occurrence, DBZ est arrivé très très tard aux États-Unis, comme les Chevaliers du Zodiaque d'ailleurs. Et quand on voit le film, quand on a résulté, on aurait préféré que ça arrive jamais. Ça c'est sûr. Mais le bon point, ça a été que du coup, comme Dragon Ball Z a percé aux États-Unis et qu'il y a eu des bonnes ventes d'animés et de mangas, ils ont fait des nouveaux jeux vidéo. Ça a été le boom avec les nouveaux jeux de type Budokai et compagnie. Et ça a permis de relancer de manière planétaire l'intérêt pour l'œuvre de Toriyama qui depuis ne s'arrête jamais, puisqu'on a eu des OAV plus que foireuses. Et un film en préparation. Ah oui, d'accord, en préparation, tout à fait. Je crois que tu parlais à nouveau du film de... ouais, voilà. J'aurais vomi au micro. Mais effectivement, un film en préparation dont le teaser ne nous apprend rien, mais nous fait baver néanmoins. Ouais, le teaser, en fait, qui est constitué de scènes des autres trucs qui existaient déjà. Non, ça c'est... En fait, c'est une erreur assez commune, il me semblait qu'on en avait parlé déjà dans l'émission précédente. Mais le teaser en lui-même, on voit rien du tout. Il y a écrit... Enfin, on se balade dans les montagnes, on arrive, on voit Sangoku qui fait un sourire, et bam, ils écrivent Dragon Ball Z, coming soon. Mais par contre, sur Internet, on voit une vidéo, qui est une émission de télé, où les mecs, ils passent des extraits de DBZ pour dire oui, DBZ, tout ça, et ensuite, ils mettent le teaser. Mais le teaser, lui, il est fait d'Imagine Edit, c'est juste qu'il y en a 4. Ouais, mais du coup, c'est Sangoku enfant qui sourit, c'est ça ? Non, c'est Sangoku adulte qui est sur des caillasses qui ressemblent au décor où il affronte Vegeta pour la première fois. Il bronche pas, et puis quand la caméra lui fait face, il fait un petit sourire, et ensuite, clac, le titre apparaît. Donc, ça nous aide pas vraiment à savoir si le film sera bien ou pas. On a envie de le voir et on a peur en même temps. Exactement. Et les Chevaliers du Zodiaque, qui est donc une saga écrite par Masami Kurumada entre 83 et 86 ou 88, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire, qui est donc une saga qui nous raconte les aventures de 5 jeunes garçons qui se découvrent être les Chevaliers de l'Espoir et qui vont combattre tout un tas d'autres chevaliers plus ou moins gentils ou plus ou moins méchants et qui vont sauver le monde. Voilà, c'est schématisé, mais bref. C'est une série qui est finie à la base depuis très longtemps, mais l'auteur est assez brillant. Il a réussi à surfer très régulièrement sur l'affect justement de son public, le renouvellement d'un public via justement des rediffusions et compagnie et des nouvelles séries. Et c'est vrai que très régulièrement, on a des nouveaux mangas de Saint Seiya qui sortent ou des nouvelles séries. On a eu d'abord Saint Seiya épisode G. Finalement, il apprenait à dessiner. C'est pour ça que des fois, il s'équipe d'un nouveau dessinateur en fait. On a eu donc Saint Seiya épisode G, on a eu Saint Seiya Lost Canvas, on a eu effectivement le très malheureux Saint Seiya Next Dimension où c'est lui qui dessine et où c'est franchement pas très beau. Et donc le dernier truc en date, si je passe le jeu vidéo Saint Seiya La Bataille du Sanctuaire, c'est la série Saint Seiya Omega, qui se passe donc juste après Saint Seiya et où on voit un nouveau chevalier Pégase qui se transforme un peu en mode Sailor Moon et où du coup c'est très très bizarre quand même. Et qui est censé être la fin de la boucle. Oui, tout à fait. L'oméga est la dernière lettre de l'alphabet en grec, c'est ça. Et donc d'où l'alpha et l'oméga. Oui, mais peut-être qu'ensuite il nous fera Saint Seiya Alpha, justement pour revenir aux origines et à la création des armures. C'est possible parce on a vu quand il a abordé Hadès qu'il était très fan des Chevaliers d'Or et qu'il mourait d'envie de faire ça. Après, c'est peut-être aussi qu'il est vieux et qu'il a envie d'avoir des voyages payés en Grèce pour c'est possible. Des études de décor. Éditeur. Alors, Al, il n'est plus chez un super gros éditeur, donc je pense pas qu'il puisse avoir des voyages payés quand il veut. Ouais. Il faut voir, hein, parce que mine de rien, grâce à Saint Seiya Lost Canvas qui marche vachement bien, l'éditeur, il se fait du fric quand même.
pour en revenir à ta partie, est-ce que tu nous as trouvé du coup des titres J'ai que, de mes souvenirs, j'ai que 3. Donc Sailor Moon, le Dragon Ball spin-off qui sort chez Kazé. Exact. Et Saint Seiya Deluxe, mais qui n'est pas vraiment... Non, mais effectivement, donc Saint Seiya Deluxe plus Lost Canvas à côté et Next Dimension. Il y a Sailor V aussi, du coup, du même auteur. Oui, mais c'est Sailor Moon, donc tu le mets dans le même panier. Alors, il y a Goldorak, sinon, en fait, il y a eu une annonce là dans l'Animeland de ce mois-ci. Apparemment, il y a un éditeur qui a chopé les droits pour le Canada. D'autres choses sur le revival, les gens ? Non, mais on peut dire que en période de crise, le revival est partout et pas que dans le monde de l'édition. On a au cinéma un bon gros revival avec énormément de reboots, alors que ça soit les reboots sur les grosses séries comme les Batman, les machins et tout ça, les retours des comics, on a plein de films des années 80 qui ont des remakes en ce moment. On a notamment l'Histoire sans fin qui va revenir. Exact. On a Robocop qui revient. Oui, si vous avez vu les images, vous avez comme moi déjà envie de vomir. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment bien dégueulasse. J'ai vu ça, Là, il y a eu Total Recall. Enfin, c'est vrai qu'au cinéma, il y a énormément de... Pas mal. De quoi ? Toi, tu parles de Total Recall, tu parles pas de Robocop. Non, lui, il parle de Total Robocop. Recall, si vous regardez que la première moitié, c'est sympa. Après, la deuxième moitié, c'est, on va dire, farfelu. Bon. On a un revival dans la musique aussi, avec des crossovers sur d'anciens groupes ou des retours d'anciens groupes. Ah, oui, on a l'Arc-en-Ciel qui revient, qui faisait un concert en France, ce genre de truc. Là, on a clairement aussi X-Japan. Oui, X-Japan, tout à fait. Oui, complètement. Il y a un vrai marché de toute façon sur le revival, et tu as raison de le signaler. En période de crise, de toute façon, il est évident que il est toujours moins risqué de parier sur une licence qui a fait ses preuves ou sur un artiste qui a fait ses preuves plutôt que de se lancer au hasard et de risquer de ne pas rencontrer son public. De toute façon, c'est triste à dire, mais en période de crise, il y a 3 trucs sur lesquels vous pouvez faire l'argent. C'est les animaux de compagnie, les enfants et la nostalgie. Voilà. Après, et regarde, même en BD, regarde le fait de sortir des BD comme Princesse Sarah. Oui, voilà, tu joues sur des valeurs sûres, exactement. Mais là où je voulais en venir, moi, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement à quel point ça se... Enfin, en ce moment, l'évolution du marché du manga, tous les économistes, entre guillemets, en tout cas tous les journalistes BD un peu spé s'accordent à le dire, les chiffres de l'évolution du manga sont pas très bons. Le marché est bien moins florissant qu'il y a 2-3 ans. Et on le voit bien, effectivement, avec l'orientation des catalogues actuels qui se recentrent sur des valeurs sûres, que ce soit des gros shonen bien typés, soit effectivement sur des valeurs qui vont tout de suite attraper le spectateur ou le lecteur parce que c'est des séries qu'il connaît déjà. Que ce soit parce qu'on ne fait pas du revival sur la nouvelle série, mais on est là, mais si, t'inquiète pas, tu connais cet auteur, il a déjà fait ça et ça et ça, t'inquiète pas. Ou effectivement, voici une énième suite à une série que t'aimes bien, voici une énième version d'une série que t'as déjà, mais rachète-la parce que celle-ci, elle est mieux. Enfin voilà, il y a quand même, on voit bien une certaine dynamique chez les éditeurs en ce moment à sortir des titres qu'on a déjà vus. Allez, pour la blague, on a quand même, quand tu parles de voici une énième version, on a quand même Tonkam qui va nous faire la 74e version de Video Girl. Non, mais c'est ça, exactement. Complètement, quoi. Ah non, là, je suis pas d'accord. Parce que cette version est en sens japonais et ça n'avait jamais été fait en sens japonais. Et puis de toutes les façons, c'était une demande de l'éditeur. Donc oui, mais c'était une demande de l'éditeur il y a 5 ans. Quoi. Je me souviens, j'ai fait la news sur Mangavore. Sinon, non, mais c'est il y a 5 ans qu'elle aurait dû être faite, cette édition. Quoi. Ouais, c'est comme la version de luxe de Dragon Ball, c'était imposé par l'éditeur. La version de luxe de Dragon Ball, moi je suis très content qu'il la fasse, honnêtement. Oui, c'est parce que toutes les versions d'avant étaient à chier. Mais pas celle de juste avant, celle en coffret. Elle était juste trop chère, mais elle n'était pas à chier. Si, tu sais, la version en coffret qui ressemble au Tonkobon. Voilà, exactement. Une retraduction et c'est peu moins de massacre sur les trucs. C'est dommage, c'était magnifique. Moi, c'est ma préférée, celle-là en 2 tomes. Ah non, moi j'aime vraiment la Deluxe. Ce qui me fait juste de la peine, c'est que vous verrez que le dernier tome de l'édition Deluxe de Dragon Ball, la fin est changée. Enfin, on va voir ce qu'ils vont nous publier en France, mais s'ils font un facsimilé de la version japonaise, la fin est légèrement changée et j'aime pas la nouvelle fin de Dragon Ball. Mais pas déjà l'ancienne. Donc Moi non plus, mais j'aime encore moins la nouvelle. Oh putain, merde, Son Goku devient gay et il fait l'amour à Freezer. Mais Freezer est déjà mort. Il ne le sait pas encore. Aussi, donc c'est bon, il peut lui faire l'amour. À la fin de Dragon Ball, Son Goku, il est pas mort. Ah non. Il est plus mort, il a été ressuscité parce que le Shin Kaiyoshin a donné sa vie pour ressusciter, et c'est pour ça que comme ressuscité, il est venu sur Terre et il a tué Boo.
Et ensuite, une fois qu'il tue Boo, il se passe 10 ans, il rencontre Oob et il part avec Oob pour l'entraîner pour en faire le prochain défenseur de la Terre. C'est ça l'ancienne fin de Dragon Ball. Bref, je pense que là, on est parti pour saouler tout le monde. N'est-ce pas ? Bah non, pas les fans de Dragon Ball. Pourquoi il y en a encore ? Mais dis donc, reste poli. Amis américains qui nous écoutaient. Yeah, we're gonna make a bilingual podcast now. Si tu veux que ça marche, faut parler que de série Ken. Que de quoi ? Rien, c'était des conneries. Que de série Kiyun ? Ah bon, d'accord. Ouais, c'est ceux qui marchent le mieux en ce moment, donc effectivement. Bah, Kurokawa, ils sont pas à plaindre, hein, a priori. Kazemanga non plus dans l'ensemble, je trouve. Non, regarde le hit, du moins le hit des éditeurs niveau. Ah bah il marche bien, évidemment. En ce moment, c'est justement là, c'est complètement bouleversé. C'est Lena qui est numéro 1. Il y a 3 ça fait ans, quelques temps. Kana. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont. Pika est numéro 2. Ok, oui. Avant, c'était Lena. Kana est numéro 3. Ok, bah oui, ça fait 6 mois, ça au moins. C'est Kion. Kana, ça peut aussi peut-être se comprendre par qu'est-ce qui sort chez Kana. C'est ça, hein. Est-ce qu'il y a une sortie Kana, sur l'année, qui vous a marqué ? Bah ouais, et en plus elle est bien dans le dossier pour moi, c'est l'édition de luxe de Monster, qui est du revival du coup, voilà, ouais, mais que je trouve magnifique parce qu'en plus l'auteur a redessiné des plans. Qui n'était pas très vieille et qui était très bien vendu, donc quand on est sur un marché qui est plus du tout en période d'expansion, les gens vont pas trop le racheter, quoi. Ça commence à être vieux Monster. Un Monster, c'est sorti en 2001, je crois, en France. 2001 ou 2003. C'était un des best-sellers. Tout à fait. Mais tu vois, du coup, on en vient à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien la preuve qu'il y a un besoin de redynamiser le fond du catalogue chez les éditeurs parce que ce qu'il y a en nouveauté n'est pas forcément aussi tripant. D'où la vague de revival. Après, est-ce que ça ne vient pas de la source ? Le Japon, qui en ce moment fait soit du revival, soit du titre de niche, mais n'arrive plus à produire du Dragon Ball, du Naruto, du Fairy Tail, du Bleach, des nouvelles séries innovantes avec un héros qui a perdu ses parents, qui a un pouvoir caché, qui a une copine un peu garçon manqué. Ça viendra, on en a toujours eu, on en aura d'autres. Moi, mais là, ça fait un moment. Le dernier en date, c'est Fairy Tail. Hein. Depuis Fairy Tail, et encore, Fairy Tail, ça cartonne en Europe, mais au Japon, on peut pas dire que ça cartonne. Hein. Ça marche gentiment. Ça marche, oui, mais voilà. Peu importe. C'est l'un des derniers qu'on ait eu. Au Japon, tu as beaucoup de séries de samouraïs. Au Japon, ils ont Toriko qui cartonne. Ça cartonne Toriko au Japon, quoi. Pourquoi ? Parce que ça parle de bouffe. Ils adorent parler de bouffe au Japon. Oui, mais d'ailleurs, en parlant de ça, dans les rares justement gens qui marchent énormément, il y a beaucoup de séries sur la bouffe qui sortent au Japon, comme Au Chef. Il y a beaucoup. C'est pas Oui Chef. Oui Chef, pardon. Voilà. Oui Chef. Il y a énormément de séries sur la bouffe qui voient le jour en ce moment au Japon. Les émissions qui marchent le mieux, les Master Chef, Top Chef. Exactement. Un dîner presque parfait. Et tout ça, c'est. Il y a la série... merde, je les regarde presque toutes. Il y a la série sauf Master Chef. Volume là. Oui, le truc sur le curry. Oui, j'ai perdu son nom. Addicted to Curry. Voilà, Addicted to Curry. Ouais, en plus, l'avantage du coup pour celle-là d'être assez marrante avec des petites blagues. Ouais, et plutôt bien dessinée en plus. Et une recette à chaque chapitre. Ah, c'est cool. À chaque chapitre, pas à chaque volume, à chaque chapitre. Ouais, il y en a 3 ou 4 par. Waouh, pas mal. Ah ouais, sympa. Pour le coup, après, c'est vrai que les mangas de bouffe ont toujours cartonné au Japon. Oishimbo, oui, Oishimbo. Ouais. Même Eugene s'était mis avec Paul son le pêcheur, parce qu'on le mangeait le poisson une fois qu'il était pêché. Oh my god, quoi. Et c'est une belle conclusion sur le revival que de parler de Paul le pêcheur. On va donc enchaîner sur un nouveau titre de Yui Horie. Alors comme évidemment, j'ai pas fait mon travail correctement, il va me falloir un instant pour retrouver le titre que je veux, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agira de l'opening de School Rumble qui s'appelle Scramble justement, et on se retrouve après pour les speed chroniques.
ちゃうぐるぐる回るぐるぐる回るぐるぐる回るぐるぐる回るふらふらなふりしてあなたの胸に飛び込みたいぐるぐる回るぐるぐる回るぐるぐる回るぐるぐる回るふわふわに浮かぶ私今日もひとり雲の上Et donc on se retrouve pour les Speed Chroniques et c'est moi qui ouvre le bal pour une fois et je vais vous parler de 2 titres. Un, très rapidement parce que c'est en quelque sorte du revival. Il s'agit de l'édition intégrale de Tomie qui a été éditée chez Tonkam. Tout simplement parce que c'est donc une œuvre de Junji Ito qui est pour moi une de ses 2 meilleures. C'est-à-dire que là ils viennent de sortir, pas coup sur coup, mais d'un an sur l'autre, 2 intégrales, l'intégrale de Spiral et l'intégrale de Tomie. Honnêtement, faites l'investissement. Le tome est un peu épais, donc il vaut cher, il doit valoir une 30aine d'euros, mais c'est vraiment du très bon manga d'horreur, c'est vraiment sympa, ça fait flipper, je trouve. Donc on peut être un revival sans avoir de base nostalgique, parce que Tomie en France, il n'y avait pas vraiment une base nostalgique. Il y a un public sur Junji Ito. Donc, bon. Tout comme sur Ashita no Joe. Non, mais du coup c'était une sorte de revival, je disais. Mais bon, d'accord, si tu veux, je te l'accorde, ce point-là. I win. Voilà. Et je vais m'attarder un peu plus sur mon 2e titre, qui est aussi un revival, mais d'un autre sorte, puisque c'est le 4e tome des Vacances de Jésus et Bouddha. Donc là, résurrection, Jésus, revival, voilà. Ok, d'accord. Je peux me permettre, après cette blague, de dire oui, tu es un attardé. Voilà, merci, petit con. Donc, les Vacances de Jésus et Bouddha. Donc, si vous avez bien suivi ce podcast, enfin, je veux dire la série du podcast, j'ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 au moins, donc vous connaissez la série. C'est donc Jésus, notre sauveur, et Bouddha, le sauveur des bouddhistes. Oui, là je fais comme si j'étais catholique, où est le problème, qui donc reviennent sur Terre pour prendre des vacances. Ils se prennent un petit studio et puis ils découvrent un peu le monde de nos jours et puis ils s'éclatent parce que Bouddha il découvre qu'il y a un manga sur lui et puis Jésus il découvre les MMO. Et le tome 4 il est aussi drôle que les 3 autres, c'est vraiment fun, il y a des très très bons gags dedans, c'est très léger, ça se lit vraiment sans prise de tête, c'est pas trop moche comme dessin, c'est même plutôt joli. Donc voilà, c'est pas à proprement parler le manga de l'année, mais c'est vraiment un manga dont il se dégage une très bonne humeur et en plus il y a plein de petits détails, de petits trucs sur la culture japonaise, donc c'est vraiment un bonheur quand on est un mangavore justement de voir ce manga si japonisant et en même temps si compréhensible et plein de gags complètement débiles. Ok, moi je vais rester dans le thème du revival. Je vais vous parler du 4e tome de l'édition Wide de Wingman chez Tonkam. C'est un peu ton cheval de bataille. Hein. Qui est un peu mon cheval de bataille parce que vraiment en fait entre le Hikaru no Densetsu et le Wingman, c'est les 2 titres que j'attends le plus. Alors Hikaru ça va plus durer trop longtemps. Wingman on avait 13 tomes normaux donc ils vont aller au moins jusqu'au 7 ou 8 en gros donc ça va me tenir encore un peu de temps. Et Wingman surtout c'était un putain de dessin animé qui passait sur la 5 que je kiffais où on a eu les prix Animeland des meilleurs doubleurs entre Wingman et City Hunter, c'était les 2 dessins animés les mieux doublés. On avait une super adaptation, enfin c'était vraiment génial, j'adorais, c'est super marrant, super bien fait. Katsura dessinait déjà très bien à l'époque. Ou certes c'est pas au niveau de ce qu'il fait sur Zefman. Moi j'aime bien mais honnêtement il a eu 10 ans de pratique, 15 ans de pratique, peut-être même 20 ans de pratique entre temps, donc effectivement contrairement à certains dont je ne citerai pas le nom, il a progressé. Tu peux parler de Kurumada, c'était je pensais aussi à Captain Tsubasa, tu vois, ce genre de truc, parce que ça aussi on aurait pu en parler dans le Survival parce qu'il nous en répond tout le temps hein, tout à fait, mais Dieu merci en France on est vaguement épargné, on a juste la première série. Ouais, tant mieux. Ou les 2 premières. Et en tout cas, Tonkam a fait encore un super travail sur ce tome. Histoire qui commence à aller un petit peu plus dans le dramatique et pas seulement le comique. Et qui apporte une puissance et un niveau supplémentaire à ce manga. En plus, là, on va commencer à arriver sur l'inédit, sur ce qui n'était pas publié chez Pika. Oui, alors, vous savez tout ce que je pense de Pika. Non, mais la question n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'enfin, on va découvrir la suite des aventures pour ceux qui avaient découvert ce manga chez Manga Player. C'est ça que je voulais dire. Ouais, d'accord, effectivement. Et en plus, c'est génial. Complètement. Moi, j'adore aussi Wingman. Donc, et c'est aussi le moment où ça diverge un tout petit peu par rapport au dessin animé. Parfait. Bon, du coup,
dans la merde parce que je voulais. T'as toujours pas trouvé ta speed chronique ? Si, en fait, je voulais parler d'un manga Tokam, mais comme vous en avez déjà parlé, je ne peux pas. Parle d'autre chose. Alors, l'autre titre, c'est celui qui me laisse dubitatif parce que j'ai lu le volume 2 Ah, et j'ai vraiment. Je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. C'est Rolfung de chez Kyun. d'accord. C'est un manga dans lequel il n'y a pas de héros. Ok. C'est vas-y, je juste t'écoute, des hein, gens je l'ai qui pas lu, meurent. donc, En fait, ça raconte l'histoire d'un château dans les montagnes et de tous les gens qui essaient de passer de l'autre côté du château. Et donc, en fait, le seul fil conducteur qu'il y a vraiment dans ce manga, c'est les gens qui meurent en essayant de passer dans le château, essaient de transmettre des messages de façon à ce que, on va dire, la résistance puisse pouvoir... voilà, Qu'on puisse contre- avancer sur le chemin. Voilà. Mais c'est vraiment très bizarre, quoi, parce que personne ne survit dans ce titre. À chaque fois qu'on a l'espoir sur un nouveau personnage, on se dit « Ouais, son histoire a l'air sympa, il va réussir. » Non, il crève. Alors le héros, Voilà. c'est peut-être le château. Et le héros, je pense que c'est le château. Alors, j'en Pas ai mal. discuté avec c'est un les peu gens... comme, Ce château, mon héros, ouais. Voilà, j'en ai discuté avec justement Ahmed et Cécile, qui aiment beaucoup, eux, ce titre. Normal, en puisqu'ils même temps, le ils vont sortent. pas te dire qui, voilà. Peut-être Voilà. peut-être Et que pour le eux, public ils qui nous pensent écoute, on peut dire non, qui le c'est. héros, c'est justement la cause. Les gens qui meurent pour pouvoir transmettre ces messages. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment assez spécifique. Ok. D'accord. Et puis l'autre bouquin dont je voulais parler, en fait, Bah, c'était vas-y, Angel dépêche-toi. Parabellum, parce que c'était une histoire d'ange avec des femmes à gros seins. Et- Oh, putain, je l'ai lu, mais alors je sais vraiment pas quoi penser de cette série, quoi. Bah, moi, je peux te le dire. Voilà. De toute Voilà. façon, Et c'est un donc, peu ce c'est que très je drôle. pensais des autres histoires de cet auteur, Bon, bah, comme ça, voilà. qui tend vers des fois entre la pédophilie et C'est la vrai qu'il y a un pédophilie, problème en au fait. niveau de son dessin, en fait. C'est pas ça, mais c'est qu'il a un dessin effectivement très, très mignon, donc du coup, ça pose problème, effectivement. Et puis surtout, la moitié des filles qui se retrouvent à poil ont 8 ans. Bah, non, dans- pas dans Angel Parabellum, Voilà, pas dans c'est des Angel femmes. Parabellum. Alors, bon, ok, d'accord, on va dire c'est les travestis de toute façon, parce que c'est des anges, elles ont des seins et une bite. Mais il y en a qui sont enfants, je suis désolé. Celle Oui, qui prend la place Uriel, du gamin. Oui, Uriel, là, où je sais pas Uriel. quoi. Bah ouais. Ouais, non, mais bon, bref. Bon, Je vois faut ce que tu vraiment veux dire. tirer. Voilà, faut Ah vraiment non, faut tirer. pas tirer les enfants, Al. S'il te plaît, non. Non, mais Faut dis donc. vraiment aller loin. tenez- Mais, Tu n'es plus en vacances en non, Thaïlande. Al. Tenez-vous l'idée bien, est s'il plutôt vous plaît. intéressante. Ouais, non, mais l'idée de ce manga est plutôt intéressante dans L'idée est l'ensemble. intéressante. L'idée est intéressante, effectivement. La réalisation, je sais pas, Voir, bon, alors, un peu éculé Allez. sur le principe d'avoir un antéchrist et de voir est-ce que c'est le ciel qui va réussir à le récupérer ou est-ce que c'est l'enfer qui va réussir à le récupérer et de voir les démons et les anges s'affronter. C'est pas une idée très originale, mais c'est une idée, si cette idée est un revival permanent, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un truc Voilà, marche c'est bien. qui marche bien. Après, la Exactement. façon dont ça va être exploité, sur le premier tome, ça m'a pas emballé. J'arrête pas de dire à chaque fois de laisser 2-3 tomes de chance aux différents mangas. Donc je ferai pareil sur celui-là, je le lirai et je verrai plus tard si je continue ou pas. Il y a de grandes chances que je continue pas par contre. Voilà. Ouais, non, mais je sais pas. Non, bon. Écoute, garde le micro, puisque après ces Speed Chroniques, il est temps d'aborder ta rubrique Japanard. Et oui, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure précédemment, mon Japanard du jour est sur Ashita no Joe. Alors, tout le monde, enfin la grande majorité d'entre vous, contrairement à ce que pense Seb-kun, connaît l'histoire de Ashita no Joe bien depuis les époques de la 5. Pour les 2-3 auditeurs et surtout pour toi, auditrice de 16 ans qui ne connaît pas Steve Jobs, je pense que tu ne connais pas Ashita no Joe non plus. Donc je vais faire le mini synopsis. Donc Joe est un Pourquoi qu'on orphelin. a des auditeurs de moins de 18 ans? Je m'en excuse. je m'excuse de tous les gros mots et saloperies que je peux dire à mais longueur de podcast. Qu'on soit bien clair, hein, de toute façon, ce podcast sera classé en explicite, hein, comme les deux précédents. Seulement les 2 précédents? Avant, je le faisais pas. Ah ok, d'accord. Il mériterait quand même, parce que Oui, je Al, sais. des fois, il est quand même bien dégueulasse. Donc Joe, qui est un orphelin dans les années 70 du Japon, donc c'est post-guerre et c'est pas encore très joyeux économiquement parlant. Joe, qui est un orphelin qui parcourt le Japon, en fait, chassé de ville, quartier en quartier, chaque fois qu'il commence à foutre un peu trop le bordel, qui passe son temps à se bagarrer et à vivre sa vie un peu comme il le veut. Hein. Donc, tant que mes points me permettent de me sortir d'une situation, je considère que j'ai le droit de le faire. Finit par atterrir dans un bidonville
où il est repéré par Dampei, un ancien boxeur alcoolique qui voit le talent dans ce jeune homme et qui décide de l'entraîner et de vivre la carrière de boxeur qu'il n'a pas pu finir de vivre quand il a perdu son œil. Donc Joe, qui a l'habitude de vivre un peu la vie comme il le veut, l'envoie paître, mais se fait arrêter suite à une énième bagarre et doit purger 1 an de prison. En prison, il rencontre Rikichi, son futur rival, et ça lui donne envie de suivre le chemin de la boxe pour pouvoir clouer le bec à ce rival qui est le premier à l'avoir vraiment humilié. Donc voilà pour l'histoire de Ashita no Joe. Donc, comme vous le pouvez voir, il y a une vraie histoire. Ce film est presque pas un nanar. Alors j'ai envie de dire presque. Pourquoi presque ? Parce que c'est vraiment un film où déjà ils ont eu des moyens, ils les ont bien dépensés, donc le casting est vraiment très agréable, la photographie est vraiment magnifique, la façon dont ils ont réussi à reconstituer le Japon des années 70 est assez bluffante. Le seul point qui en fait un nanar, c'est au niveau des combats, l'abus de ralenti et de certaines scènes où ils veulent vraiment coller au manga, du style tu te prends un uppercut, tu t'envoles. Ouais, là c'est un tout petit peu too much et c'est dommage parce que sur un film on est réaliste. Donc sur un nanar, on peut se permettre de se faire plaisir. Hein. Je citerai toujours le Battlefield Baseball comme étant le summum du nanar. Ashita no Joe était parti pour être un bon film avec des petits relents nanardesques. Alors pareil, il y avait un style graphique très particulier dans le manga. Dampei avait des dents qui partaient complètement en vrille. Et ben, du coup, l'acteur a des dents qui partent complètement en vrille. Alors, mais en mode réaliste ou en mode franchement trucage à 2 balles ? Alors, en mode très bien fait, mais elles partent tellement en vrille que ça fait quand même too much, quoi. Alors, on connaît le dessin, donc on apprécie l'adaptation, mais du coup, ça rend ce petit côté nanardesque. Mais il est quand même vraiment, vraiment très, très bien fait. Alors, attention, je vous préviens, par contre, ça ne couvre que la première partie du manga, jusqu'au moment où Joe règle ses comptes avec Rikichi. J'en dis pas plus pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître l'histoire et qui donc vont pouvoir la découvrir. Et il y aura fort à parier qu'il y aura un second film, vu que celui-ci est sorti fin 2011. Donc le prochain devrait pas tarder. Il avait vraiment bien marché au Japon. Donc, il était sorti, il me semble, en même temps que Gantz, non ? Possible. Alors là. Possible, mais alors duquel Gantz ? Parce que Gantz, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Le premier, parce qu'il me semble que justement, ils étaient en compétition lors de leur sortie au cinéma. Ok, c'est pas du tout le même style, le même public, le même truc, mais ok. Non, mais ils ont tous les 2 fini dans ta rubrique. Eh ouais, effectivement. Ouais. Comme quoi, comme quoi, hein. Putain, merde, je suis le même style, même public. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que, peut-être pas pour le prochain, j'en sais rien, mais ce serait qu'ensuite tu nous parles d'un film qui vient de sortir au Japon et dans lequel je fonde beaucoup d'espoir. XOR, le film. Ah aussi, évidemment, mais non, mais on pourrait parler, si tu veux, de XOR versus Gokaiger. Non, je parle tout simplement du film de Kenshin le Vagabond. Ça marche. Voilà. Le rendez-vous est pris. Super. Bon, eh bien écoute, merci pour ce japanard d'un film de Ashita no Joe qui a l'air plutôt sympa. Et du coup, celui-là, faut acheter le DVD Jap ou il y a une édition française ou comment ça se passe ? Là, le film n'est pas encore disponible en France ou alors chez un éditeur qui se trouve sur Google, ou peut-être qu'ils attendent qu'il y ait le deuxième pour sortir les 2 en un, parce qu'effectivement, c'est une licence quand même qui peut pas se permettre d'exister par toute seule aussi facilement que certaines. Il y a une édition américaine. D'accord, ok. Donc, si vous avez comme moi la chance d'avoir un lecteur dézonné, allez-y. Ok, et bah écoute, parfait. Donc, voilà, nous, on va se retrouver après une pause musicale auprès de notre ami Christophe dans sa librairie. Mais on va vous laisser pour l'instant avec Yui Horie à nouveau. Et ce coup-ci, ce sera Konoyubi Tomare, qui est en fait le premier ending de son émission de radio, qui s'appelle en l'occurrence Horie Yui no Tenshi no Tamago. Eh bien, à tout à l'heure. 「
Et donc, comme promis, on se retrouve à la librairie Hayaku Shop avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu peux, en 2-3 phrases, te présenter un peu ? Alors, en 2-3 phrases. Donc, moi, je suis libraire depuis exactement, en tout cas dans le libraire spécialisé manga, depuis à peu près une quinzaine d'années. Ok. J'ai travaillé pour différentes enseignes, qui ont été Madoka, Album Manga. Après, j'ai fait d'autres boulots qui n'avaient rien à voir avec la librairie. Et juste après avoir terminé avec Album Manga, qui a malheureusement fermé pour des raisons économiques, j'ai ouvert ma propre enseigne, qui est devenue Hayaku Shop, où je pouvais me permettre d'avoir des choix de libraire et des choix de lecture pour mes futurs clients et mes futures clientes. D'accord. Donc Hayaku Shop, qui est une librairie physique qui se trouve donc à Paris, rue Dante. Tout à fait, 4 Voilà. rue Dante, dans le 5e arrondissement de Paris. Et qui est aussi donc une librairie en ligne. Oui. Enfin, une boutique En fait, en ligne. on a une boutique en ligne aussi qui est le même nom de la boutique, c'est-à-dire www.hayakushop.com, à laquelle est ajouté aussi un Facebook où on fait de l'actualité par rapport à la boutique, où on retransmet par exemple les bonnes annonces de Mangavore et puis des confrères. Donc Bien voilà, on essaie d'alimenter avec les propres nouvelles de la boutique aussi quand on a des invités. Quel est le quotidien d'un libraire manga déjà concrètement? Comment ça se passe une journée type de boulot pour toi? Alors, déjà nous l'horaire commence à 10h30, donc en fait en arrivant, on ouvre l'ordinateur, on regarde les nouvelles des éditeurs, qui sont généralement des annonces de licence, pour se tenir au courant de ce qui va sortir, bien évidemment. Juste après, on fait notre réassort, c'est-à-dire qu'on se met dans un rayon, on regarde ce qui est manquant. C'est-à-dire que tu vas commander les livres qui te manquent, on va dire par exemple dans One Piece, il te manque le 12 et le 14, Ouais, tu les tout à fait, commandes. ouais. D'accord, C'est ça ok. l'idée. Ouais. Donc en fait, on passe notre commande le plus tôt possible, puisqu'il faut entre 3 et 4 jours pour obtenir un titre, du moment qu'il est disponible, s'il n'y a pas une rupture, parce qu'il y a des titres en rupture, ça arrive aussi. Bien sûr. Et alors c'est quoi toi ta politique au niveau justement de ta librairie? Est-ce que tu as tous les titres disponibles? Au jour d'aujourd'hui, si on faisait le total de numéro 1 sortis, on ne doit pas être trop loin de 14 ou 17 000 titres. Donc C'est pas mal. voilà, c'est pas mal depuis qu'on en a du manga, c'est assez impressionnant. Mais malheureusement, on n'a pas la place pour. En plus, des éditions sont arrêtées, des éditeurs ont fermé, donc voilà, ça on les aura plus jamais. Et puis après, il y a aussi un trop plein de titres. Donc en fait, là, ce sont des choix, on va dire personnels, des goûts, ou des choix tactiques, c'est-à-dire commercial, parce qu'on sait que telle ou telle série se vendra forcément plus qu'une autre. D'accord, donc concrètement, effectivement, il y a des titres que tu ne présentes pas en rayonnage. Alors, le titre, je ne le présente pas en rayon, je le propose toujours. Si la personne déjà en fait la demande, ou moi-même, connaissant le titre, je lui proposerai. Soit, à un moment donné, le titre reviendra en rayon à un moment donné, parce qu'il y a un trou, qu'on voudra mettre certaines séries en avant. Ça, c'est l'idée aussi. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour mettre en avant justement toutes les nouveautés qu'il y a Comment ça se passe au quotidien? Sur un mois, au jour d'aujourd'hui, il y a 150 titres qui sortent minimum. Et il y a aussi, on va compter une dizaine de numéros 1. Alors, les mettre en avant, les numéros 1, c'est juste un cauchemar. Parce que justement, tout le monde balance ça comme si c'était de la lessive. Et encore, la lessive, on la vend mieux. Il y a des titres qu'on essaye de booster parce qu'on y croit. Les autres, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'il faut faire un choix à un moment donné. On peut pas dire tout est génial. Et voilà, c'est ce que j'appelle un choix de libraire. On prend son risque, on met en avant un truc qui nous a plu, en espérant que les personnes d'en face, c'est-à-dire le client ou la cliente, apprécieront le choix fait. Tu choisis vraiment des titres qui t'ont parlé Je pense qu'on ne peut pas proposer un titre à quelqu'un sans savoir déjà à quoi on parle, déjà minimum. Et puis je pense qu'il y a une partie passion, sinon on fait un autre métier que libraire, parce que je pense que ça fait partie de l'élément essentiel pour en être un, c'est-à-dire qu'on aime ce qu'on vend. Le jour où ça me prendra à la tête, je ferai autre chose, j'irai vendre des chaussures. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la question d'avant, puisqu'on n'a pas fini d'y répondre, en fait, sur ta journée type. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux la détailler? Parce que dans l'esprit des gens, quelque part, un libraire, il vend des livres à des gens quand les gens passent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait sinon? Est-ce que ta journée, en fait, tu lis du coup des mangas? Non, moi en tant que libraire, je ne lis aucun manga à la boutique. Je peux feuilleter juste pour voir le contenu et puis m'y intéresser le soir. Parce qu'en fait, le travail ne s'arrête pas à l'heure de la fermeture de la boutique, ça faut le comprendre. Une journée type, c'est arrivée, commande, réception de colis, puisqu'il y a eu les commandes précédentes. Et puis, potentiellement, y a de la comptabilité, il y a de la future commande aussi, parce qu'on reçoit les représentants des éditeurs qui viennent avec leur bon de commande pour nous faire passer les futures sorties. Donc, il y a ça aussi. Donc là, en fait, c'est concrètement quelqu'un qui travaille pour
Glénat, Kana, Kurokawa, etc., qui vient et qui te dit voilà ce qui va sortir dans le futur. Ouais, en fait, c'est le représentant qui amène un catalogue d'éditeurs. Ouais. Qui dit voilà, dans 3 mois, tu vas voir ça, qu'est-ce que tu prends comme quantité. Donc c'est 3 mois en avant que ça se fait. Ouais, on est sur 3 mois pour la plupart du temps. Puis après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur des quantités, voilà, le bon est validé et on se retrouve dans 3 mois pour une nouvelle commande. Et d'autres choses du coup juste avec le repris, là, à ce moment-là, c'est aussi ça peut être aussi des questions autour d'une future sortie qui n'est pas du tout dans le catalogue ou des bruits de couloir que lui aurait peut-être entendu sur une licence non officialisée. Parce que c'est aussi ça, être libraire, c'est aussi être curieux, en savoir un peu plus pour appâter nos futurs acheteurs. D'accord. Et puis aussi savoir de quoi on parle, tant qu'à faire. Et puis aussi les opérations particulières, parce que les éditeurs peuvent nous proposer ce qu'on appelle des primes, c'est-à-dire un objet ajouté lié à l'achat de 2 tomes, par exemple un verre, une boîte à bento, ou un pins, ou que sais-je encore, des casquettes. Donc voilà, ça aussi c'est là-dessus qu'il faut se renseigner et avoir l'opération pour peut-être fidéliser des nouveaux clients qui ne savaient peut-être pas qu'on existait, parce que tiens, il y a cette opération à ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Il faut être aussi très social en termes de réseaux sociaux, c'est le cas de le dire, puisqu'on est aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Donc on a des questions qui arrivent par ces médias, on essaie d'y répondre le mieux possible et le plus rapidement si c'est possible aussi. Tu fais des journées de combien à peu près? Combien d'heures? Si on compte l'horaire officiel boutique, c'est des journées de 9h35. Ok. Et quand c'est terminé, ça continue encore un peu derrière. On va dire que la journée type se termine vers minuit, voire un peu plus. En 5 ans, j'ai pris exactement 3 semaines de vacances. Question toute bête, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que libraire manga? En fait, non, pas vraiment, parce que le concept est que... à la base, vu le temps de travailler, je le dis direct, ça sera le SMIC. D'accord, auto-horaire. Voilà, si en se disant que y a les primes, en sachant que je suis propriétaire et gérant de la boutique, donc en fait, je devrais me payer beaucoup plus dans le principe, mais on reste une petite enseigne. On n'est pas. Est-ce que c'est indiscret de te demander combien tu gagnes? Non. Par mois. C'est en fait le SMIC. D'accord, voilà. Ok. C'est simple, à réactualiser bien évidemment, mais c'est ça. Parce que je préfère déjà pas avoir un salaire de ministre, ça aide à peut-être développer des projets derrière. Donc je préfère les réinvestir dans la boutique, dans de la marchandise, dans des choses qui n'ont peut-être pas été vues, puisqu'on ne fait pas que du livre à la base. Il faut aussi de l'import de figurines japonaises, donc ça a un coût. On va l'aborder justement. Voilà, donc ça c'est aussi une partie de la boutique, les goodies, les figurines, les objets. Donc voilà, c'est surtout pour faire tourner la boîte. Justement, la partie figurines et goodies, comment ça se passe, l'équilibre sur une boutique spécialisée manga, le ratio, on va dire, librairie et le ratio par rapport à ce qui n'est pas livre? Alors, il y a dans la boutique, on va dire qu'il y a 60% de livres pour 30% de figurines et 10% de goodies autour des licences animation. D'accord, ok. Et en termes de chiffre d'affaires, ça reflète la même chose? Alors, le livre restera toujours la base fondamentale de la librairie. Et la figurine est un produit important, mais pas essentiel. C'est-à-dire que c'est un objet de collection et de passion. Et ce qui se passe, c'est que actuellement, les figurines, c'est vraiment pour des collectionneurs acharnés, parce que la tendance fait que le prix ne peut pas baisser à cause du taux du yen pour le moment. Mais on essaye toujours d'avoir des prix complètement corrects et encore dans l'air du temps. Ça, donc c'est pas là-dessus où on va foncièrement faire le gros de notre chiffre. Mais c'est un produit ajouté essentiel, je trouve, puisque c'est lié à une licence de bouquin ou d'animé. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais voilà. Là, je prends par exemple une figurine qui est dans ta librairie, à savoir la figurine de chez Alter de Momo Belia Deviliouk de To Love. Ouais. Je regarde en dessous et je vois que le prix en yens est de 8190 yens, toute taxe comprise, et que tu la vends à 99,90 €. Sur Internet, on va toujours trouver des gens pour dire oui, mais si on fait le taux de change en yens, on n'arrive pas du tout à ce prix-là. Le libraire, il s'en met plein les fouilles. On va prendre le prix en yens, qui est de en gros 8 000 yens. Voilà. Si on devait le vendre au taux normal, faudrait faire. Donc aujourd'hui, 8 000 yens, ça fait 80 €. À peu près, voilà. Oui. On devrait la vendre exactement 160. Alors,
D'où tu sors ce chiffre? Explique-moi. En fait, c'est un truc tout bête, c'est que sur 8000 yens Ouais, achetés au Japon, le grossiste, qui n'est pas nous, va négocier un tarif ouais, sur une quantité qui nous est totalement inconnu, puisque nous sommes le dernier chaînon de Tout la à chaîne. fait. Hein. Le maillon, c'est nous, le dernier. Hein. Donc en fait, voilà, il a eu un tarif. Lui, il va nous la proposer hors taxe. d'accord. Et là-dessus, on va devoir faire une marge. Donc en sachant qu'il y a, faut tenir compte de la TVA française, qui est à 19,6, hein, faut pas l'oublier. Il y a aussi les frais de transport. Parce que ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Il y a les frais de douane. Donc ça aussi, ça se paye. Évidemment, il y a la marge du magasin. Parce que si on fait venir un objet et qu'on le vend au prix coûtant, on le fait pas, ça sert à rien. Hein. Faut bien qu'on vive de ce qu'on vend. Et on espère que les gens qui les ont soient contents. Alors ça leur évite toutes ces galères, puisque il va falloir que si un particulier commande, il a une chance sur 2 de tomber sur la douane. Donc de payer et sa TVA et ses frais de douane. Exactement. Et puis en plus, il y a une chance sur 2 aussi de se faire bloquer le produit ou de se le faire retourner, parce que une norme fait que peut-être ce produit n'a pas la norme CE. Et le problème, il est là, quoi. Le produit, il n'est pas adapté. Et donc, on ne peut pas rentrer sur le territoire. D'accord. Alors du coup, comment tu fais pour pas la vendre à 160 €? Puisque tu me dis que c'est le prix que tu dois la Disons vendre. qu'en fait, nous, on rogne sur la marge actuellement pour pouvoir proposer un produit à un prix abordable et qui ne soit pas complètement, on va dire, trop désynchronisé par rapport au prix du net. D'accord. Donc en fait, ouais, volontairement, tu gagnes pas ou peu d'argent sur tes Je ne fais figurines. pas ce que je devrais faire, juste pour que les gens ne se disent pas que je suis un voleur. Ça devient un produit d'appel pour Ouais. vendre à côté d'autres choses Voilà, sur lesquelles exactement. tu marges. Non, D'accord. parce que nous, on s'est fait pas insulter, mais on nous a fait comprendre sur les salons qu'on abusait. Il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi on ne fait pas les figurines à moitié prix. Bon, sur le principe, on veut bien écouter ce qu'on a expliqué, c'est plus facile à dialoguer, mais quand la personne fait la sourde oreille et ne voit que le prix sans voir ce qui se passe derrière en termes de logistique, de coûts, on peut rien faire. Là. Les gens, à la limite, vont aller comparer sur des salons, sur des stands qui ont de la contrefaçon. Par exemple, ce modèle-là, on peut la trouver à moitié prix que ce qu'on vend en magasin. Le problème, c'est que c'est pas une altère, c'est une contrefaçon. La peinture est pourrave. Les finitions, elles sont faites à la hache. Mais je peux pas dire aux gens, non, n'achetez pas. Mais bon, en sachant que le truc, dans le temps, il vaut que dalle. Une figurine japonaise achetée, une officielle, elle a un prix de base en sachant qu'elle prendra de la cote. Elle n'en perdra jamais. On a vu des prix effrayants. Je prends un exemple chez Megahouse. Le modèle Belle-Mère en Portrait of Pirate, il coûtait exactement 65 € à la sortie en France, qui n'était pas excessif. Non, ouais, pour une pop, aujourd'hui, sur le site Mandarake, qui est la référence japonaise au Japon, en tout cas, hein, c'est la plus grosse chaîne. Hein, ouais, tout à fait, qui fait de l'occasion, voilà, justement. exactement. La figurine coûte au jour d'aujourd'hui, en euros sur place, 820 €. 820 €. Voilà. C'est une belle marge. Hein. Et c'est une belle marge pour belle-mère. Ouais, exactement. Ouais. Oh, quel trait d'humour, franchement. Merci. Je m'incline. On s'éclate sur le podcast. Je vois ça. Donc, non, là-dessus, c'est. Voilà. Je veux dire, quelqu'un qui achète une officielle, c'est qu'il a un placement en dehors du principe de l'affectif et de la collection. Voilà. Il y a des gens qui achètent par deux, justement, pour surcoter. Ouais. Et quand on compris, à la limite, hein, nous, on fait même pas ça. Alors, on a des objets qui cotent en boutique. Que vous vendez à tarif normal. Au tarif qu'on a eu et qu'on a, dans le temps, on ne l'a pas changé. Ouais. Quand on regarde concrètement, quand on se balade dans Paris actuellement et qu'on regarde dans les avenues et dans les rues, on voit qu'il y a beaucoup moins de librairies manga ces derniers temps. Par exemple, si on va dans le quartier de Bastille, qui fut pendant un moment le cœur parisien. C'était le cœur parisien de ça, ouais. Voilà, maintenant il y a quasiment plus rien comme boutique. Ouais. Il y en a quelques-unes, mais oui, voilà. Tout à fait, ouais. Même ici, il y a eu un moment où dans le quartier rue Dante où c'était beaucoup plus animé, vivant. on va dire, beaucoup plus vivant. Là, c'est beaucoup plus calme. On en déduit donc que le marché a changé ces dernières années. Alors le marché, il a complètement changé déjà en tout cas pour les petites boutiques spécialisées, il y a quelque chose qui a changé la donne. Et en fait, les grandes enseignes comme la Fnac ou Virgin, ils se sont découverts spécialistes. Ils se sont découverts tout d'un coup une passion pour le voilà, manga. Pour le manga, c'est formidable. Hein. D'ailleurs, on est les précurseurs pour certains, sans vente. Alors nous, je dis pas qu'on a tout inventé, hein. C'est pas la question. C'est juste que Madoka, quand même, c'était une oui, politique. oui, c'est vrai que Madoka, ça a été quand même une grande aventure, une belle aventure.
Donc là-dessus, oui, non. Ce qui a changé, c'est que ces grandes enseignes ont des produits d'appel. C'est-à-dire que les gens rentrent là-dedans pour acheter un DVD. Ah bah ils voient leur manga, ils vont le prendre. Nous, c'est tous ces mangas qui sont achetés là, c'est tous ces mangas qu'on ne vend plus. Pendant une période, dans des petits magasins, sur un samedi, on vendait exactement 1500 Naruto. Ouais, sur un samedi. Mal. Sur C'était juste une boutique. Une boutique. On parle des petites boutiques. Aujourd'hui, on en vend autant, mais dans des grandes enseignes qui, eux, on ne sait même pas qui vous êtes. Je veux dire, vous passez, Et alors vous justement, payez. maintenant sur une petite boutique, combien tu vends de Naruto? Une cinquantaine. D'accord. Ah ouais, donc. Voilà. Ouais. Bon, après, il y a de la désaffection aussi sur la série, mais c'est pas la. Ça explique pas tout. Ça explique là, pas ouais. tout, je veux dire. Mais voilà, on est passé de 1500 à 50. Il y a quand même un truc qui va pas. Donc Ouais. on en est là. Mais c'est vrai que les grandes enseignes nous ont fait mal, et le problème, c'est que elles n'ont pas du tout cet intérêt pour le livre, en tout cas pour ce genre de livre. Mais c'est juste un produit de plus, et les gens passent. Et je peux comprendre, hein, mais ça arrange pas l'affaire en fait. Au niveau des boutiques, alors toi c'est différent puisque pour le coup tu as une boutique en ligne, mais est-ce que Internet aussi a changé beaucoup de choses pour les librairies? Les commandes par Internet, nous on en fait, je veux dire, Oui, du coup, oui. donc par obligation, on a été obligé de le faire. Ce que je trouve bête d'ailleurs, enfin, ou triste plutôt, c'est que l'Internet a coupé le lien avec la boutique. C'est surtout ça. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens, on les a rendus feignants. Oui, ils préfèrent commander leurs bouquins en short, voilà, en slip dans leur exactement. fauteuil. Quoi. Et ils vont commander tes titres, ils vont les recevoir, et c'est même pas sûr que ça va leur plaire. Oui, du coup. Parce qu'ils ont suivi une critique qui a recensé ce titre, qui s'avérera peut-être très mauvais, ou qui leur plaira pas, Oui, ou voilà, en tout cas, qu'ils qui sera liront pas par fort. désespoir de cause parce qu'ils l'ont commandé. Et ils vont se retrouver avec un numéro 1 qui va rester chez eux pendant 10 ans et qui verra jamais un numéro 2 derrière. Donc c'est dommage qu'on ait perdu ce genre de rencontre en semaine ou en week-end. Moi je suis content d'avoir mes clients et mes clientes parce qu'ils font encore l'effort. Ils pourraient s'arrêter 3 stations avant, aller au hall, en Fnac. Ils me disent non, on préfère venir te voir parce qu'au moins on a une écoute, on a des réponses et on a un conseil. Et qui est pas forcément mes goûts, parce qu'un conseil, c'est pas que je propose une série qui me plaise, c'est une série qui pourrait plaire. Donc c'est une histoire de psychologie aussi, parce que la personne en face de moi, j'essaye de l'analyser, j'essaye de savoir ce qu'elle aime, ce qui pourrait ne lui plaire ou ne pas lui plaire. Donc c'est vrai que le manga, il est quasiment proposé, il est personnalisé là en termes de Bien titre. sûr. Alors du coup, j'ai une double question de ratio. Je voudrais savoir un peu quelle est la proportion pour toi de clients physiques, enfin en librairie et en ligne, combien pèse l'un par rapport à l'autre. Et la deuxième question, c'est un peu justement au niveau de ta librairie physique, qu'est-ce qui représente, quelle est la proportion de clients réguliers par rapport aux clients de passage Alors, pour l'Internet, l'Internet boutique, c'est 90% de clients physiques pour 10% de clients Internet. C'est pas grand-chose, mais c'est des clients qui commandent dans des quantités plus importantes parce qu'ils sont pas sur Paris, certains sont même militaires, sont sur des bases, donc ils ont besoin de lire en masse parce qu'ils se font un peu chier. Donc voilà. Donc c'est des colis qui font 12-15 kilos quand même. Ah ouais, c'est du beau colis là. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est l'idée. Donc après, en boutique, le ratio de clients et de clientes fidèles, c'est la majorité. On va dire que ça doit représenter 80%. Après, le 20%, c'est des gens qui passent, sont touristes. On verra peut-être pas tout de suite ou peut-être dans un an, mais on les aura pas oubliés parce que il y a même des clients étrangers qui viennent Québec, Italie, tout ça, qui passent et qui reviennent une fois tous les ans. Et on les oublie pas, quand ils reviennent, ils sont contents de nous retrouver parce que voilà, bon conseil. Et puis même s'ils sont pas repartis avec un bouquin, un objet, c'était juste l'accueil. Parce que ça aussi, ça compte. On va dire, on va pas faire la gueule aux gens parce qu'ils ont pas appris un truc. Des fois, c'est juste la discussion. Des fois, je peux même perdre 20 minutes, une demi-heure pour discuter d'un truc qui a des fois rien à voir avec le manga ou qui est affilié, mais où je perds de l'argent parce que j'aurais pu vendre 10 bouquins entre temps. Mais c'est ça être libraire aussi, c'est savoir prendre son temps. Et alors donc oui, pour revenir, mon interview est un peu décousue, mais pour en revenir à l'évolution du marché, on voit bien donc que concrètement, ces temps-ci, c'est dur. C'est dur. Alors les éditeurs arrêtent pas de dire que c'est dur pour eux, donc c'est dur aussi forcément pour les libraires. Voilà. Comment tu vois
la fin 2012 et surtout 2013. Comment tu vois ça, toi? Ma fin d'année 2012, elle est plutôt honorable. On est plus en augmentation. Hein. Nous, on fait du plus en ce moment, on n'est pas en moins. Mais merci. L'effort est là aussi, il faut dire. Hein. Mais pour nous, alors, je vais pas dire c'est génial. Je vais juste dire on se maintient. On aimerait faire plus. Actuellement, les éditeurs, ils ont une frénésie de sortie de bouquins qui fait que le porte-monnaie du lecteur ou de la lectrice n'est pas extensible. 150 nouveautés par mois, je n'ai personne qui fasse 150 tomes par mois. Donc, en fait, le fait de sortir autant de tomes, c'est aussi un placement physique pour eux. Dire voilà, nous on est bien étalés, on est partout, achetez chez nous. Mais même une personne qui a un travail régulier, au jour d'aujourd'hui, c'est 5 titres. Ok. Au minimum. Des fois, il y en a qui se lâchent un peu plus, ils sont dans une dizaine. Voilà, ça c'est juste beau, mais c'est Mais pas sinon, tout le la monde. moyenne, c'est 5 titres. Voilà, c'est 5 titres. La personne de 16 ans, ça sera même plutôt 2 titres, voire 3. Le 5 titres, c'est plutôt la personne de plus de 20 ans qui a un boulot régulier et qui se fait plaisir. Et après, quelqu'un qui est un peu plus ou moins. Voilà, ça. Mais justement, quand on fait le calcul de ces 5 titres, ça fait une goutte d'eau sur les 150 qui sont sortis. Donc en gros, si vous regardez bien, il me reste à peu près, qu'est-ce que je fais de mes 140 tomes restants? À qui? Alors si je prends, on fait, je vais prendre, en fait, et on ne je veux dire, on ne prend pas 0 titre d'aucun éditeur, même si le titre paraît inintéressant. La minimum de quantité, c'est 2. Donc on a une obligation de tout proposer. Donc c'est minimum 2. Et il y a des titres, on les prend par 5, il y en a par 10, puis il y en a d'autres, c'est par 40, par 50. Mais on les a tous. On essaye d'avoir la nouveauté. On les gardera peut-être pas tous dans le temps, mais au moins on a eu la possibilité de proposer ça, mais ça nous fait une sortie de trésorerie à ce moment-là. Donc nous, déjà, ça nous met en difficulté, et on est même pas sûr qu'il y aura au moins un achat sur le titre sélectionné. Il faudrait laisser le temps au livre de vivre. Il faut comprendre un truc, c'est que quand on reçoit les bouquins le mardi, le temps du livre, de sa vie, en présentation pour pouvoir essayer de le vendre, c'est 1 semaine. D'accord, du mardi au mardi suivant. Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Ah non, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais enfin moi je trouve ça complètement ahurissant. Donc des fois il y a des gens qui rentrent, qui voient sur mes tables de nouveautés qu'encore un titre qui a plus d'1 mois. Parce que j'essaie de le mettre en avant, bon sang. Faut qu'il parte ce bouquin. Faut lui trouver quelqu'un qui lui trouvera un intérêt. C'est un peu 30 millions d'amis là. T'essayes de faire adopter tes mangas parfois. Oui, voilà. Je veux dire, il y a bien quelqu'un qui va s'intéresser à ce titre-là. Et un exemple concret. Là, on va aller chez Panini. Ok. Panini a sorti un titre au mois de juillet qui s'appelle Kimi no Knife, qui est un seinen policier. D'accord. Qui est un vraiment très bon titre. Voilà, je m'avance pas là, voilà. Et bien il est sorti, mais personne n'est au courant. C'est exact. Voilà. Donc j'étais à Japan Expo, hein, j'étais faire mon touriste. Mise en avant l'équivalent du 0 absolu. Ouais, à peu près, il y a peut-être eu une petite bannière, un petit flyer. Je l'ai même pas vu. Alors, mais bon, je suis un peu vieux, donc j'ai peut-être pas vu. Et moi, en boutique, j'en avais pris 20. Okay. Parce que je me suis dit, c'est peut-être pas une quantité industrielle, mais je trouverai 20 clients ou 20 clientes qui accrocheront au genre. Malheureusement, je ne les ai pas eu, j'en ai eu que la moitié. D'accord. Donc, j'en ai retourné l'autre moitié, parce que ça, c'est un petit pouvoir. C'est peut-être même le seul pouvoir du libraire à avoir dans le terme de la distribution, c'est de prendre les titres et de pouvoir les retourner au distributeur. Ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et mais par contre, j'ai pas pour autant abandonné le titre. J'ai recommandé régulièrement du numéro 1 que j'ai réussi à placer et à faire découvrir aux gens. Et là, maintenant, j'ai ma trentaine de lecteurs accrochés sur Kimi no Knife, tome 1. Pas mal. Et là, sur le prochain, en fin de compte, les 20, j'en prendrai 30. Mais malheureusement, on peut pas dire que Panini ait fait son boulot là sur le tome 1. J'étais même pas au courant. Le tome 2 a eu le droit à une petite carte. Mais quel est l'intérêt d'annoncer un numéro 2 Voilà. Ça reste un mystère total. Donc, j'ai pris exemple pour Panini, mais ils sont pas tout seuls. Hein. Tout le monde a son cadavre. Hein.
Mais bon, voilà, c'est le genre de choses qui fait qu'on va pas vendre un titre. Et alors, je dis pas qu'on doit faire des campagnes de pub comme si on allait sortir un dernier Batman, hein, c'est pas la question. Mais je voudrais juste qu'on en parle un peu plus et qu'on se donne les moyens d'en parler tout court. Hein. Et même si l'éditeur doit en parler sur son propre site, s'il n'a pas d'argent à débourser, il peut au moins faire ça. Voilà, il peut au moins faire ça sur son propre site. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en fait. D'accord. Écoute, merci de nous avoir consacré, de m'avoir consacré du coup tout ce temps, d'avoir répondu à mes questions. Moi, ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres genres de questions plus tard. Mais complètement. Alors, on va faire un dernier exercice. C'est que sur le podcast Mangavore, il y a une rubrique qui s'appelle la Speed Chronique où on a chacun 1 minute pour proposer justement un titre. Donc, je te laisse 1 minute pour parler d'un manga que tu as envie de nous conseiller, que tu as lu. Mon gros moment, ça sera Ratman chez Kana. Ok. Un manga qui est très intéressant dans le sens où le métier de super-héros, ça peut devenir un vrai choix de métier. C'est-à-dire qu'on finit son cursus scolaire et on peut choisir de devenir super-héros naturel ou artificiel, c'est-à-dire avec des moyens techniques, en sachant que en tant que super-héros, on sera sponsorisé par une marque. C'est un peu comme Tiger and Bunny. Voilà, tout à fait, mais avec un côté plus délirant. Et là, dans l'histoire, ce jeune garçon qui veut devenir super-héros va un soir découvrir que sa meilleure amie est enlevée par une organisation criminelle. Il va aller le secourir. Il va se faire choper par l'organisation en question. Ils vont l'attacher lui aussi. Là, un homme d'un certain âge va défoncer la porte en disant « Je vais vous sauver les gamins », donc un super-héros local. On reconnaîtra comme étant un équivalent de Xor en France, connu, Gaban. Hein. Et donc, il détache le gamin, il lui dit « Tu vas m'aider à sauver ton ami ». Et donc, il est encerclé par ce qu'on appelle les Jackies, des mecs en costume noir avec des têtes de mort. Et il lui file une montre qui est un activateur de pouvoir. Et juste au moment d'activer la montre, il fait « Attends, gamin, signe le contrat, parce que ça reste quand même du business ». Okay. Le gamin dit « Ok ». Il active la montre. Et là, il se transforme en Ratman, un super-héros qui déchire tout. Le problème, c'est que le mec à côté de lui fait signe de retirer son masque. C'est un des Jackies. Il lui dit merci d'avoir signé le contrat, tu deviens un super méchant pour notre organisation. Et j'ai trouvé ça juste énorme. Et dedans, il y a plein de références. Captain Tsubasa, Lupin, enfin bon, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Donc voilà, c'est la fin du premier épisode de la 4e saison du podcast Mangavore. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos partenaires habituels sur lesquels vous pouvez nous retrouver, à savoir Podcast France, Pod Radio, et Bad Geek. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, sur lequel vous pouvez voter d'ailleurs et nous laisser 5 étoiles. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre à jour vos favoris. Et voilà, j'en profite rapidement pour vous dire que le site va bientôt passer en bêta de sa nouvelle version. Et tous les membres qui ont un compte actif sur Mangavore pourront accéder en avant-première en fait à cette bêta et découvrir les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle mise à jour, une base de données plus fonctionnelle et tout ça. Au revoir. Merci Al de ta présence aujourd'hui. Eh bien, à bientôt à tous. Voilà. Merci à Tanor pour ta présence également. Et puis comme tout ce dont on vient de parler, je reviendrai. Exactement. Merci à tous et à très bientôt. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye.